Allez, bingo, on est en direct. Désolé pour le retard. Petite anecdote, j'ai lancé un enregistrement en local. Je pensais être en stream avec tout le monde. Je pensais que le flux partait, mais pas du tout. On était en réseau local, en train de s'enjailler. Et moi, je commence à me présenter, tout ça, ouais, tranquille. J'étais bien parti en plus. Mais le peu que j'ai entendu m'a intéressé. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va m'intéresser. Il faut que tu fasses le prodige de te répéter 2 fois. Ouais, c'est ça. Et de garder parfait, un peu de... Ouais, avec la même énergie. Donc, on va la refaire. Émission, en plus, en plein jour. Hein, émission de l'après-midi. C'est inhabituel. Donc, je suis très heureux de la faire. Je ne serai pas fatigué tout le long. En plus, ça va être top. Comme d'habitude, j'héberge cette émission avec Benoît. Et on a cette semaine comme invité Abdel, ex-Consensus, aujourd'hui Key Foundation, qui nous partagera son background, mais aussi ses perspectives sur le marché actuel des cryptos. On lui posera des questions. Donc, très heureux de t'accueillir une nouvelle fois sur la chaîne. Je propose que tu te présentes. Tu nous donnes un peu d'infos sur ton background, comment tu as atterri dans les cryptos, qu'est-ce que tu fais. Et puis, j'en profite pour saluer l'audience, les retardataires, etc. Quoique là, c'est moi le retardataire. Donc, bon. Ouais, donc salut à vous et merci de m'inviter. C'est toujours avec plaisir. Première fois que j'ai l'occasion de parler à Benoît, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est cool. Et salut à toute l'audience, ça fait plaisir de vous retrouver les amis. Ouais, donc un petit peu mon background. Donc avant la crypto, moi je travaillais dans une fintech, dans une startup française, dans le domaine du bancaire en fait. Donc tout l'opposé de la crypto justement. C'est intéressant ce cheminement qui m'a emmené à la crypto puisque là-bas je travaillais dans un univers totalement antagoniste à la crypto. Donc, durant cette expérience, j'ai progressé sur la partie sécurité, cryptographie au sens pas blockchain, mais la sécurité, comment faire du chiffrement pour protéger des données, etc. Et j'étais responsable de la sécurité logicielle de cette entreprise, du coup. Et je m'occupais, par exemple, de gérer les certifications de régulation comme PCI DSS, qui est quelque chose que vous devez avoir si vous manipulez des données cartes. Donc, toutes les compagnies, toutes les entités qui manipulent des données de carte, que ce soit le fameux nombre à 3 chiffres, le numéro de carte, la date d'expiration, doivent être conformes à cette certification. C'est très complexe en termes de process, etc. à mettre en place dans une entreprise. Il y a des impacts sur la partie technique, mais pas que. Par exemple, pour la petite anecdote, ça va impacter également le processus de recrutement parce que du coup, vous allez devoir screener, auditer les candidats potentiels, voir un petit peu leurs antécédents judiciaires, notamment relatives à la fraude fiscale ou des choses relatives à l'argent. Donc, c'est intéressant de voir les impacts qu'il y a au-delà de la partie technique. Ouais. C'est ça. Et donc voilà. Et puis j'ai passé quelques années dans cette boîte et ensuite j'ai vu passer le white paper de Bitcoin. J'ai pas forcément accroché tout de suite. Ensuite, vers 2013, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la partie technologique qu'il y avait derrière. Commencer à faire joujou, monter un nœud Bitcoin chez moi, m'amuser, etc. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement à cette époque-là, je m'étais pas intéressé à la partie spéculative. Et voilà. Ensuite, j'ai laissé passer une année ou deux. Et là, à partir en 2015, donc au tout début d'Ethereum, avant même la sortie de Frontier, du mainnet, j'ai assisté à une conférence. Donc, c'était Stéphane Tual à l'époque qui avait présenté le projet Ethereum, etc. Donc, au tout début. Et j'y avais été avec le CTO de mon entreprise d'ailleurs. Et je suis ressorti de là, mais totalement conquis. Vraiment, c'est comme si, entre guillemets, j'avais vu la lumière à ce moment-là. Sincèrement, ça a changé complètement ma vision. Et j'ai confronté ça à ce que je voyais dans le monde bancaire, etc. Et ça a tout de suite résonné. Je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des choses à faire, etc. En termes de philosophie, j'ai vraiment été conquis directement. Je suis arrivé dans ma boîte, j'en ai parlé à tous mes collègues directement, etc. Eux, du coup, ils m'ont écouté sur la partie investissement. Ils ont investi très tôt. Du coup, belle story autour de ça de mes anciens collègues. Bon, je pense qu'il y en a qui m'écoutent d'ailleurs actuellement, ils se reconnaîtront. Donc ça, c'était cool. Et à partir de ce moment-là, j'avais qu'une idée en tête, honnêtement, c'était de travailler dans la blockchain. Sincèrement, je voulais faire que ça. J'avais une attache sentimentale à mon ancienne boîte parce que voilà, j'étais là depuis le premier jour, c'était ma première grosse expérience significative. Donc j'ai tenté en gros de les convaincre, essayer qu'on puisse trouver des ponts, des synergies dans la blockchain. Mais on était vraiment dans un univers antagoniste, on travaillait avec des banques, etc. On a failli tenter des proof of concept avec du Bitcoin avec notre client qui était le Crédit Agricole à l'époque, mais bon, c'était forcé, ils n'étaient pas convaincus, je me sentais pas à l'aise avec ça. Et moi, je voulais absolument travailler dans la blockchain.
Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai quitté la boîte et j'ai rejoint Consensus, du coup. J'ai rejoint Consensus, donc Consensus qui a été créé par Joseph Lubin, des cofondateurs de Ethereum, et Consensus qui est un acteur majeur sur le devant de la scène Ethereum, qui a notamment des outils comme MetaMask, Truffle, Infura, enfin clairement des outils incontournables, que ce soit pour les utilisateurs ou même les développeurs de l'écosystème. Donc, j'ai eu 2 expériences différentes au sein de Consensus. Donc, pour la petite histoire, initialement, Consensus se voulait être designé un petit peu comme un studio, un incubateur, en fait, où il y avait plein de projets sous l'ombrella Consensus. Et l'idée, c'était que chaque projet soit un peu autonome et soit dirigé comme une boîte, etc. Et donc, ma première expérience, c'était dans un projet qui s'appelait Hellhound. Et l'idée de Hellhound, c'était d'avoir une plateforme de calcul distribuée, mais qui respecte la privacy, donc le côté privé des données. En fait, par exemple, il y a des solutions qui vont permettre de fournir de la puissance de calcul à des utilisateurs, mais la plupart du temps, elles travaillent sur des données dites en clair, c'est-à-dire des données qui ne sont pas protégées. Donc, en fait, un utilisateur qui voudrait utiliser ce genre de service, ce qu'on disait à l'époque, c'était qu'il y avait le double prix, le prix du service en lui-même et le prix de dévoiler ces données, en fait, qui finalement, on sait tous que la data, c'est quelque chose de très important dans l'ère numérique. Et donc, l'idée, voilà, on utilisait Ethereum pour, en gros, utiliser des smart contracts pour enregistrer des preuves de calcul qui étaient faites sur un réseau distribué. Et on travaillait sur des données qui étaient protégées. Et c'est intéressant au niveau mathématique parce que l'idée, c'est qu'on peut faire des calculs sur des données qui sont protégées, mais pour autant, la personne, quand elle va les retrouver, elle pourra avoir le résultat comme si les données avaient été faites sur les données non protégées. Donc ça, c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai transitionné 6 mois après sur la partie protocole Ethereum, pur et dur. Donc concrètement, c'est quoi ? J'ai travaillé pendant 3 ans en tant que Ethereum Core développeur, donc développeur sur le protocole Ethereum, et plus particulièrement sur le client Ethereum de Consensus qui s'appelle Besu. Donc ça, c'est quelque chose aussi que peut-être qui est intéressant à souligner. Une grosse différence de l'écosystème Ethereum par rapport à d'autres, et pour moi qui est l'une de ses forces majeures, c'est que le logiciel Ethereum, ce qui va faire tourner un nœud, il y en a plusieurs sortes en fait. Il y en a dans différents langages, maintenus par différents développeurs, différentes entreprises, etc. Moi, je travaillais sur l'un d'entre eux, mais en fait, il y en a plusieurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important en termes de décentralisation, d'avoir une diversité des logiciels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il n'y a qu'un seul client, il est très facile pour un développeur malicieux ou quelqu'un qui pourrait tenter d'injecter ce qu'on appelle une backdoor, donc en fait du code malicieux qui pourrait permettre de corrompre le protocole. Donc c'est important d'encourager cette diversité et je déplore par rapport à d'autres écosystèmes qu'il y a toujours un seul client. Alors, en général, dans d'autres écosystèmes, il y a toujours… C'est marrant parce que moi, j'ai entendu des sons de cloche parfois différents. Je me demande même si Satoshi, en concernant Bitcoin, était, je crois, lui, pour un client unifié, pour des problèmes de compatibilité. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs écoles, hein, mais effectivement… Ouais. Parce que, il y a plusieurs écoles. Ouais. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Ça ne peut pas créer des forks ou des choses comme ça, des clients qui ne se comprennent pas et… Complètement. En fait, la différence majeure… Ouais, la différence majeure, tu as raison de le souligner, c'est que Bitcoin, la spécification, c'est le logiciel en lui-même. Ethereum, c'est designé totalement différent. Il y a la spécification Ethereum, concrètement, ce sont les EIP, la spécification, et ensuite, il y a des implémentations dans différents langages, etc. Tu as raison pour les problèmes que tu as dit pour les forks, etc. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Mais sauf que, très souvent, ils ont été salvateurs, ces forks-là. Parce que, par exemple, il est arrivé dans le passé qu'il y avait un bug dans Get, par exemple, qui est le client majoritaire sur Ethereum, ou dans Parity. Il y a eu des problèmes à l'époque avec le multisig de Parity. Et le fait qu'il y ait plusieurs types de nœuds, ça a sauvé le réseau, finalement. Ce qui fait que le réseau a pu continuer sans ces bugs-là. Donc, c'est finalement, moi, je suis plutôt de cette école-là de dire, on a une spécification et on a plusieurs implémentations. Et en plus, ça encourage la compétition, une compétition qui est toujours saine dans la blockchain. J'aimerais, après qu'on en revienne sur cette compétition, ce que je déplore un petit peu en ce moment, la petite guerre des Layer 1 sur crypto, Twitter, etc. Je trouve ça un petit peu dommage pour l'écosystème, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, tout ça pour dire, voilà, je travaillais pendant 3 ans sur la partie protocole Ethereum et mon plus gros fait d'armes, donc ça a été d'être co-auteur sur cette fameuse IP 1559. Co-auteur et champion, ce qu'on appelle le champion. Le champion, en fait, c'est la personne qui va vraiment s'occuper de
coordonner sur la partie technique l'implémentation, parce que justement, comme je disais, il y a plusieurs clients, plusieurs équipes, etc. Donc, il y a tout un travail qui va être de faire en sorte qu'on avance tous dans le même sens, qu'on teste régulièrement, etc. Et j'ai eu la chance, l'honneur même de pouvoir être le champion de cette EIP. Donc, il faut savoir, c'est quelque chose il faut être vraiment proactif, en fait, pour pouvoir faire ce rôle-là. Et pour la petite histoire, il faut savoir que en réalité, si on n'avait pas poussé cette EIP, elle aurait pu ne jamais voir le jour. En fait, on a été vraiment, clairement. En fait, ça fait très très longtemps qu'elle est dans les bacs, qu'elle a été présentée par Vitalik, etc. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'elle est tellement complexe et qu'elle impacte tellement toute la chaîne. Et qu'en plus, politiquement, elle pose des soucis avec les mineurs, elle a toujours été abandonnée. Et donc, à l'époque, il y a 2 ans, donc c'était vraiment Tim Beko et moi, donc Tim Beko qui est le facilitateur de l'Ethereum Foundation. On a vraiment poussé pour prendre à bras le corps cette EIP. Et c'est pour ça qu'il faut un champion, en fait, c'est pour prendre à bras le corps un changement, surtout d'une telle ampleur, pour s'assurer que voilà, on y va, on rentre dedans, on avance, même si c'est compliqué, même si politiquement c'est compliqué, même si économiquement ça a un peu importé des soucis. On y a été, quoi. Ça a été 2 ans de travail. Hein. Les gens voient arriver une EIP comme ça un beau jour, une date, mais derrière, il y a un travail énorme pour arriver à ce résultat-là. Donc voilà sur la partie. Ouais. Ah ben bravo, moi je suis curieux, hein, j'aurais des questions par rapport à cette EIP et je t'avoue que justement du fait que ça a eu un impact sur la rémunération des mineurs. Alors au final, c'est largement compensé par les frais en ce moment, mais franchement moi je le surveillais de près et je m'étais dit que c'était pas gagné. Hein, donc la transition s'est très bien passée, ça réduit la supply, moi je trouve ça plutôt sympa. Hein, force est de constater que 4 mois après, il y a 1 million d'ETH qui ont été burnés, ce qui représente presque 5 milliards quand même de dollars à l'heure actuelle. Une réduction de l'émission de plus de 60%, je crois. Donc voilà, un asset qui devient de plus en plus déflationniste. Tu nous le résumerais en quelques mots, en fait, cette EIP 1559, comment c'était avant, comment c'est maintenant, les enjeux, en quelques mots, simple. Ouais, en quelques mots. Ouais. Pour faire simple, le problème majeur avant l'EIP, c'était que, en fait, voilà, on a une blockchain, ça fonctionne comment? On a des blocs, qui a un espace. Dans ces blocs, il y a des transactions. Et l'idée, c'est que quand vous voulez faire un transfert ou quelque chose, il faut que votre transaction, à un moment donné, elle soit incluse dans un bloc. Donc, en fait, il faut voir le bloc comme de l'espace fourni par le réseau. Et cet espace, il doit se payer parce qu'il est limité, en fait. Forcément, l'espace, il est limité. Donc, on doit le payer. Et avant le EIP 1559, il était très difficile d'estimer quel est un prix adapté aux conditions du réseau, un prix juste, en fait. Il était très difficile. Et la conséquence de ça, c'est qu'au sein d'un même bloc, il y avait des différences énormes en termes de frais d'une transaction à l'autre, alors que pour autant, elle pouvait représenter la même quantité de travail pour le réseau. Donc, c'était un peu débile parce qu'on ne peut pas faire un truc qui va du simple au x10 pour une transaction qui fait la même chose. C'était pas et les clients ne pouvaient pas proposer en regardant le mempool ou quelque chose d'harmonieux. Avec l'ancien monde, ce n'était pas possible d'offrir une estimation valable des frais à donner? Ouais, alors en fait, c'était même devenu un business, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui se spécialisaient dans la prédiction. Donc, il y en avait qui arrivaient à proposer des choses assez sympas, etc. Donc, au passage, malheureusement, cette EIP a cassé un peu leur business parce qu'il y a vraiment des entreprises qui sont spécialisées dans la prédiction de gaz. On tue l'emploi, hein, le chomage. Non, il n'y a pas de chômage. T'en as créé d'autres. Ouais, il n'y a pas de chômage. Donc, il y avait vraiment un business, etc. Mais c'était très complexe. Et c'était pas souvent très efficace. Donc, l'idée, c'était de dire, OK, tout simplement, on a des blocs, on a de l'espace, et en fait, on va adapter le prix en fonction de l'usage du réseau. Donc, le plus le réseau est utilisé, le plus on va pénaliser les transactions et on va faire en sorte qu'elles vont être lissées au cours du temps. Et comment on arrive à ça? C'est-à-dire que déjà, il y a des bornes qui sont définies. On sait que d'un bloc à l'autre, le delta, il pourra être seulement de 12,5% à la hausse ou à la baisse. Donc, déjà, c'est borné d'un bloc à l'autre. Donc, c'est beaucoup plus prédictible. Donc, on peut savoir au bout de tant de temps, quel sera le delta maximum de prix entre deux transactions. Et ensuite, il y a tout un modèle mathématique et économique qui fait qu'on va s'assurer que au bout de moins de temps possible, une transaction va être incluse pour un prix qui est donné. On va dire il y a ce minimum de base à payer. Si tu payes ce minimum de base, plus ce qu'on appelait un tip, donc en gros un pourboire pour le mineur, eh bien, tu es garanti que ta transaction va être incluse plus ou moins rapidement. Dans les mauvais scénarios, c'est-à-dire dans les scénarios où le réseau est congestionné, etc. C'est le cas, non ?
C'est trop souvent le cas, malheureusement, ouais. Et il s'avère que ça revient, dans le mauvais cas, ça revient un peu à l'ancien monde. C'est-à-dire que les gens ont tendance à augmenter leurs tips, le plus gros. Ah oui, parce que moi, je mets des frais comme un débile. Hein. Je te le dis tout de suite, moi, je comprends pas grand-chose. Ouais, ça coûte une fortune et je suis pas content à la fin. Non, je suis d'accord. C'est peut-être de mon propre fait. Hein. Non, mais je suis d'accord qu'on a potentiellement sous-estimé l'impact et la congestion du réseau qui ne fait que s'empirer malgré tout. Vous êtes victime du succès, c'est comme ça. Hein. C'est ça malheureusement. Et on pourrait y revenir parce qu'en fait, je trouve que sur Crypto Twitter, de manière générale, il y a énormément de critiques faciles sur ça, en descendant Ethereum uniquement sur cet aspect. Et en mettant en avant des blockchains qui sont construits comme ça et qui corrigent ce problème soi-disant. Sauf que, en fait, c'est très facile de faire quelque chose from scratch, donc de repartir à zéro et de lancer un truc et de dire ça va vite, c'est pas cher. Ouais, mais non, c'est pas là qu'on va voir si ça marche vraiment. C'est au niveau de la scalabilité, quand ils auront un usage aussi grand que celui d'Ethereum, etc., on pourra parler. Parce qu'en fait, on compare des choux et des carottes, grosso modo, sur le crypto Twitter en général. Donc ça, je déplore ça, je trouve ça vraiment con de se servir de ça. Bien sûr, en fait, ça reste inutilisable pour la majorité des gens. Ça, je peux l'entendre, cet argument. Mais il faut voir pourquoi on est dans cet état-là et pourquoi c'est comme ça. C'est pas voulu. Les frais, c'est une preuve d'usage. C'est une preuve du marché, les frais. Ça veut dire qu'il y a une demande et que les gens sont prêts à payer très cher pour se servir du réseau. Donc, ça veut dire que le réseau, il délivre quelque chose que les gens veulent. Et justement, grâce à l'EIP 1559, le plus il y a de frais, le plus on va burner de TH. Donc, même ceux qui juste ils hold, c'est bien pour eux parce qu'en fait, l'asset devient plus rare, etc. Donc, ils bénéficient quand même de ce burn. Donc, finalement, ça va tout le monde. C'est quand même triste qu'on soit en train de célébrer le milliard de dollars en ETH burné. Ça veut dire qu'il y a tellement de fees qui sont payés. Je suis d'accord. Après, c'est 5 milliards. 5 milliards. Presque 5 milliards. Un million, t'as dit 1 million de TH. 1 million de TH. Ouais, ça fait 4,9. Ouais, 1 million d'ETH, mais pardon, pas un milliard. Mais ouais. Ça dépend. Alors en ce moment, c'est rapide d'atteindre saturation. Non, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Non, c'était pour faire le calcul, mais c'était 4 milliards 8, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, 4 milliards 8, c'est assez énorme. En 4 mois, hein, 4 mois d'existence. Sachant qu'il faut bien comprendre qu'après le passage au Proof of Stake, le fameux merge, qui est devenu le nouveau gros sujet, l'émission va encore réduire de 90%. Donc voilà, là, ça va vraiment... L'impact long terme de l'UPK 59, pour moi, il n'est pas encore priced par le marché. Donc ça va être intéressant dessus. Mais oui, maintenant, le gros sujet, c'est le fameux merge. C'est le gros sujet dont tout le monde parle sur la communauté Ethereum. Donc, Après, c'est facile, non, c'est rapide d'atteindre saturation quand tu gères 12 transactions par seconde ou 15. Et il y a même d'autres réseaux comme Avalanche qui sont déjà en PLS avec déjà 100 transactions à la seconde ou 120. Et, c'est incroyable. Et puis, il y a toujours cette histoire de transactions advertised et de vraies transactions parce que sur Avalanche, sur la exchange, tu as 4000 transactions à la seconde, mais en vrai, tu as juste 150 calls de contrats par seconde qui peuvent être gérés. Finalement, il n'y a pas un delta si grand que ça entre je sais pas. Mais réparer un avion en plein vol comme Ethereum, c'est compliqué pour le rendre scalable. Parce qu'il est déjà en train de sécuriser 500 milliards d'assets. Voilà, exactement. C'est ça le problème. Bien sûr, tu peux tout changer quand tu es à l'arrêt. Oui, exactement. Donc, tu as bien résumé le problème. Et moi, je suis curieux de savoir sur l'impact sur la supply. On la connaît, la supply d'Ethereum à venir. Hein, non, ça va dépendre de l'usage, ça va dépendre. Là, justement, avec cette EIP, tout devient dynamique. Donc, on peut avoir des estimations. Oui, mais ça m'agace parce que je ne comprends pas forcément. C'est-à-dire que si tu me fais une explication simple, moi, je sais que pendant un moment, normalement, il devait y en avoir 100 millions, ou je ne sais plus combien c'était la limite. Enfin, je ne sais plus combien c'est la limite d'ailleurs d'Ether. Il faut que je regarde. En circulation, là, je vois qu'il y en a 118 millions. Bon, mais est-ce qu'on tend vers une asymptote? On tend vers, justement, c'est ce qu'ils appellent le ultrasound money. Donc, c'est plus qu'une asymptote, c'est que finalement, à terme, ça peut même devenir déflationniste. En fait, pourquoi on ne peut pas prévoir? Parce que l'émission aussi, on peut la prévoir. Mais comme la réduction via le burn, on ne peut pas la prévoir, elle est dynamique et dépend du réseau. C'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des modèles, il y a des gens qui ont développé des outils très sympathiques où on fait des prédictions et on peut voir l'impact sur les courbes de la supply. Et donc, il y a différents modèles mathématiques et simulations qui peuvent être réalisés très facilement grâce à ce genre d'outils. Mais non, c'est difficile. Vu le côté dynamique du burn et de la réduction de la supply, ça fait qu'il y a un facteur dans l'équation qui est inconnu et qui dépend du réseau. Donc, ok, on
on est d'accord qu'il y a bien une rémunération par bloc, on va dire, il y a une part d'inflation. Oui, il y a une part d'inflation qui, elle, est connue pour le coup, mais c'est la part de réduction qui est… Ok. Ouais. Et la part de réduction, en fait, comment ça marche? Donc, les frais, il y en a une partie qui est brûlée. Bam. Oui, exactement. Donc, ce qu'on appelle le base fee, c'est le minimum à payer, en fait. Et ça, cette partie, elle est totalement brûlée. Et ce qu'il y a au-dessus de ça revient aux mineurs. Et les gens, souvent, je vois ça sur Twitter, ils disent « Mais c'est complètement con de le brûler. Pourquoi on ne pourrait pas le donner soit à des associations, soit pour développer des projets ?» Ce qui est une bonne question. Oui, ils vont dumper, les salauds. Déjà, oui. Mais bon, au-delà de ça, le problème, il est simple, en fait. C'est juste un problème de gouvernance. Parce que si on met un tel système, qui va décider où vont ces Ethers à la place d'être brûlés? Donc, c'est très compliqué. À moins d'avoir un système vraiment décentralisé, on va pouvoir faire des proposals pour dire, voilà, on va allouer ça. Mais il y aura des dérives. Après, il y aura du lobbying pour dire, non, moi, il faut donner à ce projet-là, etc. Donc, c'est utopique de se dire, non, ça ne sert à rien de les brûler. Il vaut mieux les donner à une bonne cause ou quoi que ce soit. Mais dans les faits, ce n'est pas possible. Donner, c'est tricher. Donner, c'est tricher. Ouais. Bah oui, voilà. Donner, c'est tricher, alors que brûler, c'est pour les vrais, tu vois. Exactement. Et puis en plus, c'est ça, ouais, puisqu'en plus, si on ne les burn pas totalement, eh ben, il pourrait y avoir les mineurs qui vont essayer de jouer avec le système pour s'arranger. Par exemple, pour faire monter le base fee, etc. Parce que s'ils en touchent une partie, ils auraient tout intérêt à le faire monter artificiellement. Donc, il faut le brûler totalement pour que ça puisse marcher. C'est un des paramètres sine qua non pour que le modèle économique de l'EIP marche. En fait. On ne peut pas ne pas tout brûler. Donc, moi, j'aime bien la théorie du sacrifice. Ouais. Donc, non, mais ça a été intéressant puisque, au passage, pour le CTEIP, il y avait vraiment 3 gros sujets. Il y avait la complexité technique de la mise en place parce que ça touchait toute la chaîne. Ça change le format des transactions, des blocs et compagnie. Donc, ça impacte également les wallets et tout ce qui tape sur Ethereum. Ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, c'était le volet politique avec les mineurs qui ont vu une réduction de leur gain. Et le troisième volet, c'était la partie économique, game theory, etc. Et donc, il y a eu un spécialiste de l'économie qui s'appelle Tim Rosegarden, qui n'est pas du monde de la crypto à la base, c'est un économiste, et qui a fait un rapport détaillé sur plusieurs mois sur l'impact économique de 1559 en utilisant la théorie des jeux, etc. Donc voilà, il y avait vraiment ces 3 sujets à appréhender. C'était ça qui était vraiment très intéressant, et c'est pour ça que ça a pris 2 ans, et que voilà, quoi. Et bravo. Écoute, bravo. Moi, je suis plutôt fan aussi des supplies qui se réduisent. Donc, l'ultra sound money, écoute, va pour ça. Ouais. Donc voilà, ça c'était mon expérience à Consensus. Et ensuite, il y a quelques mois, du coup, j'ai quitté Consensus. J'estimais justement, après ce gros succès, etc., j'estimais avoir fait un petit peu le tour de ce que je pouvais faire sur Ethereum. Bon, en vrai, il y avait encore plein de choses à faire, mais je sortais de 2 ans acharnés sur cette partie-là et je voulais voir un petit peu autre chose. Et il y avait l'écosystème Cosmos qui me chauffait un peu. Et donc, j'ai parlé un petit peu avec Reda, donc le créateur de la Key Foundation. Il m'a exposé un petit peu sa vision du projet, etc. Et puis, j'ai trouvé ça sympathique, une vision assez originale sur l'approche de bridger la finance centralisée et la finance décentralisée et d'autres choses. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre le projet. Et du coup, je travaille maintenant sur l'écosystème Cosmos. Mais on aura l'occasion de revenir dessus, j'imagine. Ben oui, moi je suis curieux. Félicitations encore une fois. Hein. De toute façon, ça a dû faire écho avec ton parcours, où tu parlais de finance à la base traditionnelle, plus le monde décentralisé de la défi et tout ça. Et maintenant, je travaille pour connecter les deux. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'étais full finance centralisée. Ouais. Tu nous en parles de la proposition de valeur de la Key Foundation, enfin de qui? Oui, bien sûr. Comment? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, l'idée de base, c'est ça, c'est de vraiment faire la passerelle entre le monde de la finance centralisée et la finance décentralisée. Donc, ça passe par plusieurs choses. Mais notamment, donc, il va y avoir la partie banking. Donc, concrètement, on pourra avoir une carte bancaire, un RIB, etc. Toutes les fonctions classiques d'une banque. Donc, ça, c'est le premier volet. Et il va y avoir aussi la partie lifestyle, c'est-à-dire des avantages dans la vie de tous les jours en fonction de paliers que vous pouvez avoir. Ça va être sur l'alimentaire, le tourisme, les smartphones, etc. Et la partie vraiment la plus centrale pour l'application Club, c'est le côté investissement. C'est de donner la possibilité aux membres Club d'investir dans des deals qu'ils ne pourraient pas avoir en tant que particulier. Donc, Reda et l'entreprise, de par leur connexion, etc., ils ont accès à des deal flows
vraiment très privilégiés que vous et moi ne pouvons pas avoir en tant que particuliers. Et donc, ils vont faire profiter de ces deals aux membres club. Et l'idée, c'est d'investir dans des projets très tôt. Donc, que ce soit en phase de ce qu'on appelle seed, pré-seed, pré-sale, etc. Et ça va être à la fois dans des entreprises traditionnelles et dans des projets crypto. Donc, il y a les deux. C'est ça qui est intéressant comme approche. Et donc, ça rentre dans une optique un petit peu de diversification de votre portefeuille. Donc, ce qui est toujours quelque chose d'intéressant. Pour des gens de la crypto, s'exposer à des projets non crypto et vice-versa. Des gens du monde de la finance centralisée pour s'exposer sur des projets crypto. Donc, il y a ça. Donc, le fait que Club va permettre d'avoir de la due diligence, donc des recherches poussées sur des projets. En fait, c'est comme une sorte de filtre. Donc voilà, les membres de l'équipe vont faire des recherches sur des projets, sélectionner les projets les plus prometteurs, faire de la gestion de risque, etc. et faire profiter des deals les plus intéressants pour les membres club. Et à côté de ça, là, il y a tout ce qui est en train de se monter sur la partie pure DeFi, sur l'écosystème Cosmos. Donc on travaille avec différents projets partenaires. Et l'idée, ça va être de builder, donc de construire des produits DeFi qui vont être du coup, eux, ouverts à tous. Et notamment, il y en a deux principaux. Le premier qui va s'appeler Club Yield. Donc, l'idée, pour faire très simple, ça va être de permettre aux gens de faire travailler leur stablecoin très facilement, sans se prendre la tête, sans avoir de connaissances particulières en DeFi, et en ayant les meilleurs rendements possibles au travers de différentes techniques. Donc, nous, en fait, on va utiliser différents protocoles, par exemple, Encore protocole sur Terra, d'autres choses. On va pouvoir faire un petit peu de la DeFi sur Osmosis pour fournir des liquidités, avoir des rendements. Et en fait, on va maximiser les rendements possibles pour les faire bénéficier aux gens qui vont utiliser la solution Club Yield. Et le risk management, il va être fait on-chain, en fait, directement, sans que l'utilisateur ait à le faire. Parce que c'est chiant, c'est vrai que faire dormir ces stablecoins, c'est pas bien. Mais les faire travailler, ça peut être coûteux. Ah oui, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux en plus. Ça peut être dangereux. Voilà, exactement. Chronophage, ça peut être dangereux et on n'a pas forcément les meilleurs rendements, on n'est pas toujours au courant, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un protocole dynamique qui va être capable de rechercher les meilleurs rendements sur différents protocoles qui auront été audités, bien sûr, en amont, etc., pour garantir la sécurité des protocoles et de rebalancer au fur et à mesure en fonction des opportunités. Là, on part dans telle configuration. Demain, il y a un nouveau protocole qui permet d'avoir du rendement. On bascule une partie des fonds sur ce protocole, etc. On va faire de la gestion de risque. Et je suppose que vous prenez une marge pour vivre. Ça doit être le business model du du projet. C'est pas mal, hein, parce que de toute façon, en termes de complexité, moi, ce que j'observe, c'est que pour des gens qui sont pas dans le monde de la crypto, c'est en fait, même si c'est pas si compliqué que ça, mais c'est trop compliqué pour quelqu'un, tu vois, parce que ce que tu veux, moi, ce que j'aimerais, c'est les sortir de ce vilain livret A. Donc, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là-dessus? Ouais, mais bon, quand tu vois des gens qui sont pas familiers avec l'univers crypto, ok, leur livret A rapporte bien, mais ils le maîtrisent, alors que des solutions finalement, peut-être la finance centralisée qui utilise la DeFi. Et en fait, bon, ok, tu gardes un risque avec le tiers de confiance, mais au moins tu profites quand même des rendements proposés par la DeFi. Complètement. Et en fait, on va utiliser comment on peut aussi booster les rendements et proposer des choses qui sont pas atteignables ailleurs. C'est qu'en parallèle de ça, on a Club Staking, en fait. Club Staking, qui est du coup, comme son nom l'indique, c'est du staking sur d'autres chaînes Cosmos. En fait, on a un validateur sur plusieurs chaînes. Là, pour l'instant, on a un validateur sur Juno, sur Osmosis, sur Sentinel, et il y en a encore qui vont arriver. Et grâce à ça, grâce au rendement de nos validateurs, on peut aussi permettre de booster les rendements de la partie Club Yield. Donc, en fait, on fait des ponts. D'un côté, on va sécuriser des chaînes. Et grâce à ce rendement de sécurisation, on va pouvoir booster les rendements pour notre partie stablecoin, par exemple. C'est fonctionnel actuellement? C'est en cours de développement. Ouais, c'est en cours de développement. Ouais, et pas quel rendement vous visez? Vous visez quand? Après, on verra au moment où ça sera lancé, mais c'est pour quoi? L'idée, c'est vraiment de battre les rendements les plus hauts du marché. On va dire à peu près là. Moi, ce que je connais dans les plus hauts rendements, il y a Encore protocole à 19,5. Donc, on voudrait faire quelque chose qui va peut-être tourner autour de 25-30% après cut, après notre commission. Donc, franchement, si vous proposez ça de façon fluide, je veux dire, à un newcomer, c'est quoi? C'est une application qu'on télécharge? C'est ça. Non, même pas besoin. C'est sur un site web connecté avec son wallet. Et puis, et on balance des fonds et on se dit, voilà, fais-les travailler et débrouille-toi, quoi. En fait, l'idée, c'est que ça soit un one-click. Il faut vraiment que c'est ça la promesse du projet. Et donc, sur Club, KLUB, Key Foundation, la partie bancaire, elle arrive quand?
enfin le compte, etc., le moyen de paiement, juste Ah oui, d'accord. roadmap. Ouais, pour l'instant, la première phase du MVP de Club Build, ça sera paiement en crypto directement. Donc là, il faudra déjà avoir du stablecoin. Après, quand les fonctions bancaires arriveront pleinement avec le PSAN et compagnie, il y aura la possibilité, bien sûr, d'acheter directement de la crypto avec sa CB et compagnie. Je n'ai pas la roadmap exacte, mais je crois que c'est Q1 2022 avec les services fonctionnels entièrement au niveau de la partie banking. Donc voilà. Et donc voilà, là c'est très intéressant. Et là je peux faire un petit parallèle avec ce que je voyais avant sur la partie Ethereum. Puisqu'on travaille sur des protocoles DeFi, etc., bien sûr on a besoin de smart contracts. Et du coup sur Cosmos, c'est vraiment très différent de ce que j'ai pu voir sur Ethereum avec Solidity, etc. Et je pense que ça peut être intéressant un petit peu de faire le parallèle. Donc sur Cosmos, la technologie pour faire des smart contracts, ça s'appelle Cosmosm. Et en fait, moi, ce que je trouve énorme, c'est qu'ils ont énormément appris des erreurs ou en tout cas du retour d'expérience d'Ethereum. Que ça soit sur la partie design pour les développeurs, que ça soit sur la partie interaction, que ça soit sur la partie sécurité. Je vais dire un exemple concret sur la partie sécurité qui moi, m'a assez bluffé. Donc, sur Solidity, sur les smart contracts, en général, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est 80 voire 90% des attaques, des hacks sur les protocoles. Ils commencent toujours réentrancy attaque, exactement. Ça commence toujours par une réentrancy attaque et grosso modo, pour faire très simple, c'est quoi? C'est un contrat qui va appeler un autre contrat ou faire une transaction. Et le contrat appelé, il va être malicieux, il va s'arranger pour réappeler celui qu'il a appelé. Mais du coup, comme entre deux, il va y avoir des changements dans la mémoire, etc., il va pouvoir exploiter cette partie-là. Et toujours, ça commence comme ça, les hacks. Et en fait, Cosmos, ils ont dit quoi? Ils ont dit, en fait, on va totalement annihiler ces possibilités. Comment? Et en fait, sur Cosmosm, le contrat, tout simplement, quand un contrat appelle un autre contrat, on va sauvegarder l'état de manière persistante. C'est-à-dire qu'avant d'appeler l'autre contrat… On a perdu Samy, mais il va revenir. Ouais, hein, ouais, ça marche. Et donc voilà, avant d'appeler l'autre contrat, on va sauvegarder de manière persistante, donc sur le disque concrètement, sur la blockchain, les changements. C'est-à-dire que même si après le contrat appelé nous réappelle, il ne pourra pas tricher parce qu'on a sauvegardé, entre guillemets, les changements entre deux. Donc rien que ça, c'était une petite astuce que j'ai trouvé super maligne et qui permet d'annihiler 80% des surfaces d'attaque qu'on peut voir sur Ethereum. Donc c'est très très fort. Et à côté de ça, je trouve sincèrement que l'expérience de développement est beaucoup plus fluide, etc. C'est assez déroutant pour faire des smart contracts sur Solidity, au niveau du tooling, etc. Et je trouve que c'est bien mieux fait sur Cosmos. Ils ont bien appris le retour d'expérience sur cette partie-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu es quand même t'es développeur de ton état, c'est-à-dire que tu es vraiment un tech à l'origine. Ouais, donc, tu as travaillé dans la finance tradie, tu as travaillé des années dans Ethereum, tu t'es frappé un EIP, tu l'as championné. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu connais bien. Bien sûr. Tu es bien à même de comparer en fait ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que tu as une connaissance quand même, tu t'es frappé du Solidity pendant des années. Et donc, tu trouves que la qualité de l'environnement de dev sur Cosmos est une grande qualité, et même tu le préfères en fait finalement à Ethereum, quoi. Complètement. Je le préfère de très très loin. Et alors, il y avait une question dans le chat qui était assez pertinente. C'est que je suppose que tu en es venu à Cosmos parce que tu t'es intéressé à qui en premier, ou tu t'intéressais déjà à Cosmos? Et en fait, pourquoi Cosmos et pas Polkadot? Pourquoi Cosmos et pas Solana? Pourquoi Cosmos et pas Avalanche? En fait, qu'est-ce qui distingue? Alors, tu compares Cosmos notamment à Ethereum, mais de toute façon, Ethereum, moi je vais te le dire, sans faire l'intellectuel, c'est sans doute très bien, mais c'est trop cher. Donc, je veux dire, fonctionnellement parlant, il y a de grande qualité, ce que je veux dire, mais évidemment qu'il y a des problèmes de scalabilité qui seront sans doute résolus dans le futur, je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Est-ce qu'un jour Ethereum évoluera ou pas? Ça, je ne sais pas quel est ton avis sur la question, mais actuellement, c'est trop cher. Donc, c'est normal de se tourner vers des solutions. Mais pourquoi Cosmos et pas une autre? Très bien, très intéressant comme question. J'adore cette question. Donc, les alternatives d'Ethereum. Donc, les alternatives d'Ethereum, on va citer quelques-unes qui, pour moi, me semblent les plus pertinentes, et tu les as globalement toutes citées. Cosmos, Polkadot, Avalanche, Solana. Je vais commencer par Solana. Solana qui a la promesse d'avoir une scalabilité accrue avec des fees pas chers, la possibilité de faire des transactions en parallèle, etc. J'étais très enthousiaste au début du projet. Voilà, je trouvais qu'il était plein de promesses, etc. Malgré tout, je suis très déçu de l'écosystème Solana et je vais détailler pourquoi.
En fait, globalement, ça va toujours être lié au fait que je trouve qu'il a grossi trop vite et en plein bull run. Et en fait, pour moi, c'est conditionné les deux. Je vais expliquer pourquoi. Des projets qui grossissent en plein bull run, ils vont vite, ils développent vite parce qu'ils ont une hype, ils veulent sortir très vite un token, etc. Donc, en gros, les projets qui se construisent dessus ne sont pas du tout matures. Et ça a été amplifié comment? Solana qui, pour ramener des développeurs sur l'écosystème, parce que pour un soi-disant Ethereum killer, l'enjeu majeur, c'est quoi? Ramener des développeurs sur son écosystème. C'est le truc numéro un. Tu es obligé. S'il n'y a pas après d'application décentralisée sur ton écosystème, il ne sert à rien. Et dans ce cas-là, c'est Elrond. Petit tac, l'assassin, j'étais obligé d'en placer. Oui, non, mais attends, mais là, tu es libre. Hein, il faut respecter. Ouais. Et voilà. Donc, Solana, ce qu'ils ont fait un programme, un hackathon. Ce qu'ils appellent un hackathon, c'est quoi? En fait, on va faire des prix énormes pour attirer des projets à se développer sur l'écosystème. En soi, j'aime ce principe. Sauf que il y a des centaines de projets littéralement qui se sont construits pendant le hackathon. Donc, c'est des hackathons sur 2, 3, 4 semaines, un mois. C'est très bien, ça fait de l'innovation, ça fait des projets, etc. Sauf que on a constaté que ces projets-là, très tôt après le hackathon, ils sont arrivés sur le mainnet. Mais ils étaient dans un état pas du tout mature. En vrai, c'est des proof of concept. C'est-à-dire que c'est une première version pour montrer un petit peu ce que c'est, mais c'est pas du tout, comme on dit, production ready. C'est-à-dire être prêt pour être mis dans les mains de plein d'utilisateurs, etc. Donc, je trouve que la qualité des applications des dApps sur Solana, elle est vraiment médiocre. Pour être gentil, elle est médiocre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Solana, je trouve qu'ils ont fait quand même des compromis sur la décentralisation. Pourquoi? Parce que pour être un validateur sur l'écosystème Solana, les conditions sont très… il y a beaucoup de barrières à l'entrée, pour faire simple. C'est du matériel qui va coûter très cher. Ils ont des conditions que personne d'autre a. Il faut une machine avec 128 Go de RAM, etc. Enfin, c'est complètement délirant. Ce qui fait que la barrière à l'entrée pour être un validateur, elle est très grande. Donc, la conséquence, c'est que c'est moins décentralisé, forcément, en termes de validateurs. En plus, apparemment… Je pense qu'il y a un peu de lobbying, etc. Tout le monde n'est pas validateur. Je pense qu'il faut passer par du KYC, etc. Donc, je suis pas sûr que ça soit vraiment sans permission. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée en termes de prix. Et apparemment aussi, pour être rentable, il faut, je crois, 1 million de sols en délégation pour commencer à être en rentable. Donc, ouais. 1 million de sols? Ah ouais, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, il me semble, hein, d'après les derniers chiffres que j'ai vus, pour être rentable, il faudrait 1 million de sols en délégation. Peut-être que je me trompe, à vérifier. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Donc, ils font un compromis sur la décentralisation. Et à côté de ça, on a vu, je ne sais plus, il y a quelques semaines, etc., à un moment donné, ils étaient down. La blockchain. Oui, la blockchain est en vacances. On appelle ça 2 fois. Ça leur est arrivé 2 fois, Solana. 2 fois. Mais il faut prendre des journées de vacances de temps en temps. Tu sais, sinon, vous craquez. Ça, c'est le burn-out, sinon. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire, on peut déplorer le fait qu'elle a été down pendant plusieurs heures, etc. Mais moi, c'est presque pas ça le pire. Le pire, ça a été la résolution du problème. Et la résolution du problème, c'est Anatoly, donc le créateur de Solana, qui a dit sur Twitter, venez les validateurs sur un Discord, on va régler le problème. Et ça s'est réglé comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'était une bonne action, on est d'accord. Mais ça veut bien dire qu'un homme et une petite poignée d'acteurs peuvent… Là, ils ont réallumé la blockchain, mais ça veut dire qu'ils peuvent faire des actions destructrices sur la blockchain. La puissance de la décentralisation, c'est l'effort qu'il faut pour stopper ou faire une action destructrice. Et là, je constate qu'un seul tweet peut aboutir à des conséquences dramatiques en soi. Je suis d'accord avec toi. Mais à la fois, c'était arrivé aussi pareil sur Bitcoin. Alors, il y a des années, hein, mais il y avait une fork inattendue en 2013, je sais, selon un changement de région. Et en fait, c'était des mineurs qui s'étaient réunis et il y en avait un qui avait accepté de prendre une perte. Voilà. Alors, en fait, c'est facile de coordonner le réseau si dans un but, on va dire, bénéfique et commun à tous. Est-ce que Anatoly, il aurait réussi à convaincre tout le monde si la blockchain marchait bien et qu'il voulait faire une folie, censurer quelqu'un ou je sais pas quoi. C'est un bon point. Mais bon, après là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, de toute façon, pour être scalable, ils ont sacrifié une grande partie de la décentralisation. Après, moi, c'est un choix qui, en fait, me choque pas forcément. Par contre, en termes d'utilisateurs, là où je l'apporte là, c'est quand même… et je suis d'accord avec toi aussi que c'était pas mature. Ça l'est un peu plus maintenant, ça commence. Après, c'est vrai que c'est pas cher, quoi. C'est pas cher. Ouais, mais bon, ok, je comprends. Ok, donc sur Solana. Et le dernier point sur Solana, c'est l'expérience de développement qui je la trouve exécrable. Sincèrement, je la trouve exécrable. Beaucoup de barrières à l'entrée, pareil pour un développeur. Et c'est pas au niveau. C'est pas du tout au niveau comparé à Cosmos, etc.
Après, moi, je me souviens de Cosmos, donc j'avais participé à l'ICO qui était en 2017. C'est un projet Ah qui se oui, développe depuis, oui, depuis des années. Et c'est vrai que je crois que leur algorithme de consensus, Tendermint, est repris par tout le Tendermint, monde. Ouais, donc, exactement. ouais. Tu as tout résumé. Tendermint, les gens ne le savent pas, mais c'est utilisé par tout le monde. La BSC, Chronos, la nouvelle chaîne de Oui, crypto.com, Luna. Flow, Luna, même Polygon est un fork de Tendermint. En fait, il y a énormément de projets qui sont buildés sur Tendermint. C'est ça, comme tu dis, depuis 2017. Les gars, ils ont buildé dans l'ombre pendant 4 ans, en plein bear market. Et c'est ça qui fait la force pour moi de Cosmos. On me rappelle à l'ordre dans le chat. Donc, là, tu as fait la comparaison avec Solana. Il y en a qui Les autres, attendent de Polkadot, Avalanche. Polkadot, Avalanche. OK. Ouais. Avalanche d'abord. Avalanche d'abord. Alors, Avalanche, c'est un écosystème que j'aime bien. Je trouve vraiment intéressant. J'aime bien l'approche. Donc, ils ont été pragmatiques sur le fait qu'avec la C-Chain, ils ont fait une chaîne qui était EVM compatible. C'est-à-dire que les contrats d'Ethereum, ils marchent dessus. Donc ça, c'était un vrai tour de force parce que ça leur a permis d'attirer des gros projets comme AAV, comme Sushi, etc. Donc ça, c'était un vrai tour de force. C'était très intelligent de faire ça. Ils ont commencé par faire ça pour dire après, maintenant, on va développer la possibilité de faire ce qu'ils appellent des subnets et ce qui donnerait un petit peu l'équivalent de ce qu'on a sur Cosmos et sur Polkadot avec les parachains. Donc, je trouve l'approche intéressante. Ils ont attiré beaucoup de développeurs, etc. Là, c'est vrai qu'ils ont mis un gros coup de collier sur la partie marketing ces derniers mois. J'ai vu beaucoup de drama autour des communautés Avalanche et Ethereum ces derniers temps. Donc, je pense que c'est un peu dommage. Il y a pas mal de Ethereum un petit peu maximalistes qui sont tombés sur Avalanche. Je trouve dommage le fait qu'ils les calculent maintenant quand ils ont fait un pump énorme dans le market cap. C'est un peu facile de dire maintenant on va les calculer alors qu'avant on ne les calculait pas. Ça, je n'ai pas trop aimé. Pour Avalanche, voilà ce que je peux dire sur Avalanche. L'expérience de dev, du coup, elle est comparable à celle de… Ouais. Mais c'est plus récent, en fait, par rapport à Cosmos. Avalanche, c'est plus récent. Donc, peut-être qu'il y a une antériorité, peut-être plus d'outils ou on va dire, de fiabilité sur Cosmos actuellement que sur Avalanche. Moi, je suis un très grand fan d'Avalanche. Mais effectivement, en termes d'antériorité, on va dire que Cosmos… en fait, j'ai envie de dire que pour moi, j'aime bien… Pourquoi aussi j'adore Avalanche? Parce que avant Avalanche, c'était quoi l'alternative si on voulait du VM compatible, pas cher, etc. C'était la BSC. Sauf que BSC, ça fait des compromis énormes du coup sur la décentralisation et tout le reste. Il y a beaucoup de projets vraiment scam, etc. Et Avalanche, c'était aussi utilisable que la BSC pour les gens lambda. C'était aussi rapide et aussi pas cher, etc. Mais sans faire autant des compromis sur la décentralisation, etc. Ça reste une chaîne vraiment décentralisée. Il y a plus de 1000 validateurs. Ça se passe bien. Ça respecte la philosophie auquel moi j'adhère, etc. Donc pour moi, c'était une alternative bien plus intéressante que la BSC. Donc pour moi, clairement, Avalanche a du sens. Quelqu'un qui a une application sur Ethereum qui la trouve trop chère, je comprends qu'il puisse migrer sur Avalanche et pour autant, il n'aura pas corrompu ses principes vis-à-vis de la décentralisation. Donc Avalanche, j'aime bien. Clairement, c'est il est dans l'une de mes blockchains préférées. Bon, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Ouais, il est dans mon cœur. Maintenant, j'assume. Je trouve que l'approche de Cosmos, je la préfère. Mais Cosmos, c'est plus en avance. Tu vois, par exemple, sur l'interopérabilité, sur Avalanche, les subnets, ils sont annoncés, ils sont sur le papier, ils sont théorisés, mais concrètement, en pratique, ils ne sont pas là. Alors que si on regarde l'interopérabilité, moi, j'ai commencé à faire des swaps cross-chain sur Cosmos. Ah, franchement, j'ai halluciné. Hein, c'est puissant. C'est le truc qui fait que l'écosystème Cosmos est pour moi le meilleur de tous en termes d'interop. IBC, c'est une révolution. Et je vais expliquer, je vais revenir après sur IBC, je vais faire un petit détour par Polkadot puisqu'on m'a posé la question. Polkadot, c'est un projet que je trouve sur le papier très intéressant. Je trouve vraiment l'approche, elle est très intéressante. Donc, c'est aussi un système avec plusieurs chaînes. Moi, j'aime bien cette approche de dire, plutôt que de faire une chaîne qui fait tout, et qui, pour le coup, va faire des compromis, parce que dans l'informatique en général, plus on va être générique et plus on va devoir faire des compromis. Alors que si on dit on va faire une chaîne ou un réseau qui va être adapté pour un cas d'usage particulier, on peut se focaliser sur ce cas d'usage particulier et le faire bien. Donc cette approche, voilà, je l'aime beaucoup. Et ça, c'est la même approche sur Cosmos et Polkadot. Maintenant, quelles sont les différences? Il y a plusieurs différences, mais la plus notable pour moi, c'est le côté
donc sur Polkadot, pour être une des chaînes de l'écosystème, il faut passer par un processus, le processus d'auction, etc., où les projets vont devoir récolter en gros des dots qui vont être bloqués sur eux et pour gagner le droit d'être sur le réseau. Donc, en fait, tout ça pour dire que c'est un process qui prend du temps. Il est très long et en plus, en général, les projets doivent avoir fait le même process sur Kusama, qui est leur réseau un petit peu Canary, pré-production, on va dire. Et ce process, il prend énormément de temps. Donc, le point positif que je vois à ça, c'est que ça fait un filtre énorme et il n'y a que des projets de qualité qui arrivent au bout. Mais par contre, ça prend énormément de temps. Là, sur Polkadot, actuellement, il n'y a rien. Là, il va y avoir Moonbeam, Akala, etc., qui vont commencer à apporter de l'usage sur Polkadot, mais on peut constater que Polkadot, il n'y a rien, en fait. Donc, ce process qui… Ouais. Je suis d'accord avec toi. On a un invité qui arrive, qui est parmi nous, que tu reconnaîtras. Ta tête me dit quelque chose, toi. Salut Benoît, salut Abdel. Très content de vous voir. Yo, c'est du pool comme ça, tranquille. Ah, les guest stars. Bienvenue parmi nous à ce live. Alors, tu remplaces Samy. Hein. Samy est arrivé à lancer le live, mais il a eu une urgence. Donc, voilà. Hein. Donc, tu es le fondateur de Key. Est-ce que tu nous présentes quelques mots, puisque tu arrives là, je me permets une interruption. Si tu te présentes en quelques mots pour les gens qui nous écoutent. Ouais, bien sûr. Désolé Abdel de te couper, tu étais en train de dire des trucs hyper intéressants. En plus, de toute façon, je suis hyper aligné avec tout ce qu'il disait. Donc moi, j'ai fondé la Key Foundation et effectivement, la vision, c'est de créer un écosystème décentralisé de partage de la valeur à travers… Donc on a créé l'infrastructure qu'on considère un peu comme les rails, qui est tout ce qui est décentralisé, notre blockchain, le key, l'asset, la vision, etc. Et le premier produit qu'on a lancé, donc le produit phare, c'est Club, qui est un club privé d'investissement qui donne accès à ses membres un compte bancaire avec une carte de paiement crypto-friendly et une plateforme d'investissement avec des accès à des produits d'investissement au risque, au rendement, mais bien évidemment, il y a de la crypto, il y a de la DeFi, mais aussi des deals startup classiques en pré-seed, seed, qui est en fait l'activité que j'ai pu faire moi-même en tant qu'investisseur depuis quelques années dans le monde des startups classiques, mais qui sont quand même assez explosives en termes de rendement. Et voilà, donc l'idée, c'est de permettre aux gens qui sont full exposés crypto de pouvoir se diversifier sur des assets un peu moins risqués, un peu moins volatiles, qui sont privés, mais aussi aux gens qui sont du monde traditionnel de pouvoir se déployer un petit peu dans le monde de la crypto. Il y a une métrique qui est assez intéressante à voir, c'est que 70% de nos membres, la première crypto qu'ils ont achetée, c'est du Key. Donc, on essaie d'être cette gateway qui permet aux gens de la finance traditionnelle de pouvoir rentrer dans le monde de la crypto en les éduquant et en leur amenant aussi le type de service qu'ils avaient chez des banques privées ou autres. Et donc, pour participer à ce club d'investissement, quelles sont les conditions pour rentrer? En fait, pour rentrer dans le club, on a un formulaire, un questionnaire qui permet de scorer. C'est pas forcément une question de patrimoine, hein, c'est surtout une question de mindset et de connaissances. Une fois que les gens ont rempli ce questionnaire, soit ils peuvent passer directement rentrer dans le club, soit on les appelle, on les contacte pour en savoir un peu plus. Il y a aussi quelques membres qui gagnent quelques points de scoring sur invitation. Donc, ils sont invités par quelques ambassadeurs. On a un petit programme d'ambassadeurs qui est en train de se mettre en place, mais ce n'est pas parce que une personne te réfère que tu rentres forcément dans le club. Tu passes quand même l'aspect questionnaire parce que l'une des pires choses qu'on puisse faire, c'est d'offrir un service qui est inadapté à certaines personnes. Donc, une personne qui, par exemple, moi, la pire chose que je puisse voir, c'est quelqu'un qui déploie 100% de son patrimoine dans de la crypto. Ça, c'est… Bon, après, nous, on est déjà un peu fou. Un petit joueur. Non, mais en fait, à partir du moment où on est conscient des risques, et je pense que toi, Benoît, moi aussi, moi, je suis moi-même aussi dans ces situations-là, mais en fait, pour la majorité des gens, c'est très compliqué de voir cette volatilité et de pouvoir assumer sur le long terme cette volatilité. Moi, tu sais, CoinMarketCap, c'est mon yoga. C'est-à-dire que du yoga, je regarde les cryptos, quand c'est vert, ça vaut 1 heure de méditation. Bon, par contre, quand c'est rouge, ça marche pas. Mais moi, c'est comme ça que je fais mon yoga. Je me mets devant CoinMarketCap et ça marche du tonnerre. Mais tu vois, ça marche pas. Tu vois, quand quelqu'un est hyper diversifié, il dort très bien la nuit.
Moi, je dors très bien la nuit, que ce soit rouge ou vert. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui est très important, c'est de pouvoir déployer son capital en toute sérénité et d'être diversifié. Maintenant, c'est vrai que moi, je donne un conseil à des gens, mais en même temps, j'ai conscience des risques et donc je ne suis pas forcément mes conseils. Mais je pense que c'est des bonnes approches qu'on essaye d'apporter. Il y a aussi un sujet qui est hyper important, c'est que dans le monde de la crypto, c'est un peu le Far West et on essaie d'apporter ce channel en conformité, en compliance pour les gens. Donc, on travaille beaucoup sur des sujets de KYC et AML décentralisé. On regarde énormément des projets qui font ce qu'on appelle la Proof of Identity Zero Knowledge, Proof of Ownership en Zero Knowledge pour pouvoir apporter de la DeFi aux institutionnels en toute sécurité, en toute conformité. Et vous travaillez ensemble donc, Abdel et Reda? Malheureusement, oui. Exactement. Et Reda, puisque tu es là, tu peux peut-être chiller un peu le projet secret du coup. Ah, t'as déjà dit quelque chose ou pas? Si. Non, j'ai parlé un peu. Pas... Non, j'ai pas parlé du projet secret, j'ai parlé de Club Yield, Club Lending, Club Staking, etc. Mais j'ai pas encore parlé du projet secret, donc à toi l'honneur. Ça, moi, ça me plaît, ça. J'adore comment il me balance comme ça là sur le. Allez, vas-y, assume maintenant. Tu peux pas te défausser là. En fait, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on regarde beaucoup tout ce qui se fait dans le monde des NFT, Play to Earn et compagnie. Mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit dans cet univers-là. Enfin, il y a beaucoup de shitcoins, beaucoup de trucs un peu qui n'ont aucun sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que des projets, tu vois, comme Axie Infinity ou autres, Axie Infinity est très bon sur le gameplay, très bon sur la rétention de ses membres. Du coup, ça arrive toujours à injecter de l'argent dans le réseau et pouvoir maintenir la valeur de l'asset sur le long terme. Et donc, en fait, ce projet spécifiquement de NFT Play to Earn est quand même basé sur la promesse qui est toujours de la valeur, donc de l'outside money qui rentre pour pouvoir maintenir en fait la dynamique. Le jour où les gens arrêtent de jouer à Axie Infinity, et dans ce cas-là, c'est la fin de l'aspect financier du projet. Et donc, en fait, la majorité de ces projets NFT Play to Earn qui se lancent, tu as une sorte de Farmville avec du NFT où tu dois miner des bûches, et puis après les bûches, en fait, c'est très difficile parce qu'il reste quand même très... Salut Samy. Désolé. J'étais en train de parler des projets NFT. Secret. Projet secret, là, Samy, écoute. Il est en train de utiliser le projet secret. Et tu vois, donc en fait, en gros, ça reste très endogène. Donc en fait, en gros, la valeur n'est liée qu'à la capacité des projets à attirer encore plus d'argent en interne. Oui, je vois plein de gens qui disent Ponzi. Oui, c'est des Ponzi. Mais plus difficile à casser parce qu'il y a de l'usage et il y a de la rétention. Et si les gens ne viennent pas pour l'argent, ils viennent au moins pour le gameplay. Et comme tous les jeux comme Farmville ou Candy Crush, les gens payent pour du Farmville et du Candy Crush. Ouais. Nous, en fait, on prend une approche un peu différente où on se dit comment est-ce qu'on peut faire un produit NFT Play to Earn qui est sustainable sur le long terme. Et on a trouvé la méthode. Je ne peux pas en parler plus en détail. Je ne peux pas te dire très exactement comment ça fonctionne, mais il y a un vrai sous-jacent économique qui fait que aujourd'hui, on va faire un drop de NFT basé sur un sous-jacent économique qui est long terme. Même si les gens arrêtent de jouer ou arrêtent d'injecter de l'argent, en fait, le truc est basé sur une autre stratégie qui permet d'avoir de la valeur sur le long terme. Et donc, Abdel travaille très sérieusement sur ce sujet et on va bientôt faire un drop de quelques milliers de cartes et on va faire un airdrop aussi à tous les détenteurs d'Atom, de Juno et de Key dans les quelques semaines qui viennent. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, quand même, sur Axie, ils ont des très bonnes statistiques on-chain. Hein. Ils ont quand même un usage, et donc visiblement, le jeu plaît. Hein. Après, absolument. Donc, voilà, moi, je suis pas dessus. Le jeu plaît quand même. C'est juste qu'il y a de l'argent à extraire, c'est pour ça que les gens y jouent, c'est un peu de la merde, Axie, non? Excusez-moi, mais c'est vraiment un jeu de merde. Non, mais on est tous dans la crypto pour ça. Hein.
Juste parce qu'il y a de l'argent. Le jour où il y aura un vrai play to earn, un jeu vraiment fun avec un layer de microtransactions, de mining, ça pourra vraiment être fort. Mais là, c'est juste ces first mover. Écoute, il y en a un qui est en train de, il y en a un qui est en train de naître sur Cosmos. Passage? Non? Yeah. Si, ouais. Tout à fait. De quoi? De play to earn? De jeux de play to earn qui soient intéressants? Ouais. En fait, il y a plus que ça. Mais oui. Vas-y, Benoît. Vas-y, Benoît, tu voulais dire quelque chose. Mais ça, c'était pour refaire le pont parce que nous, on s'était donc, on en était à des comparaisons en fait d'écosystèmes avec Cosmos. Donc, on avait fait Solana qu'on a pourri, Avalanche, on en a dit du bien, Polkadot, ça allait, mais c'était un peu lent. Sur qui on n'a pas craché, Elrond, ça vaut même pas le coup de commencer. En plus, il y a un truc que je déteste par-dessus tout sur crypto Twitter. Il y en a plein que je déteste, mais les Elrond fanboys, putain, j'ai envie de leur mettre des claques, les gars. Je te jure, je vois un Elrond fanboy, j'ai envie de dire ferme ta gueule. Excuse-moi, mais c'est toi. Juste, c'est toi. Va, prends ton bac, va sur Mex, va farmer tes maillards ou je sais pas quoi, là. Et laisse-moi. C'est ceux-là, les Elrond Army. Ils sont presque pires que les Shiba Inu. Donc, ouais. Non, je peux pas les encadrer. Du coup, je suis biaisé du coup, parce que je peux pas les encadrer. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des Elrond Fatboy. Oui, certainement. Ouais. Bon, après, tu vas prendre quelques glavios en retour, t'inquiète pas. Oui, ils peuvent venir. Les échanges de crachats, ça fait pas de mal. Non, bien sûr, ça fait toujours du bien. Non, après, moi, je pourrais rien dire sur Elrond, mais par contre, en fait, pour revenir à ce que je disais... Il a un bac. Pas du tout. On a tous un passé trouble. Non, en fait, je ne sais rien de ce qu'ils font. En fait, je ne sais pas quelle est la valeur sous-jacente, et j'essaie d'éviter de parler des projets dont je ne sais rien personnellement. Je les connais mal aussi. Ouais. Moi, ce que je leur reproche, c'est d'être une blockchain vraiment axée que sur le marketing. Enfin, grosso modo, c'est ça. Et c'est pour ça que je préfère infiniment Cosmos, où c'est tout l'inverse. Cosmos, ça build, en fait, juste ça build. Et l'excellence technique fera le succès. Et moi, je suis convaincu, j'ai envie de croire, et peut-être c'est utopiste, mais que la blockchain est l'un des rares domaines dans ce monde où l'excellence technique paiera un jour ou l'autre. Et pour moi, les fondamentaux rattraperont toujours. Peut-être, en plein bull run, tu vas avoir des VC chains qui vont pumper par-ci, par-là. Mais à terme, le fondamental... non, mais à terme, pour moi, l'excellence et le fondamental paiera toujours. J'ai envie d'y croire. Mais tu sais, ça, c'est une règle de la vie, je pense. Hein. Au-delà des blockchains. Hein. C'est vrai. Mais dans le long terme, il faut vivre longtemps parfois pour que ça se réalise. Ouais. Non, mais le marketing est un sujet enfin, moi, j'ai monté une boîte qui était dans le secteur. Hein? C'est pas ça le marketing. Non, mais le marketing est important, tu vois. Enfin, j'ai vendu une boîte en 2017 où on était en hyper croissance et en limite profitabilité. Et on a une boîte en face de nous qui s'est fait racheter par la même boîte qui nous a racheté 4 fois plus cher, alors qu'ils perdaient 20 fois plus d'argent que nous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bons en marketing. Ils avaient une super marque et en fait, ils ont acheté la marque. Et c'est vrai que le marketing est un élément important. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que quand nous, on a listé le Key, on l'a listé non pas parce qu'on voulait le lister pour le kiff, on l'a listé parce qu'on devait avoir de la liquidité. On devait avoir de la liquidité pour pouvoir mettre en place nos systèmes technologiques pour faire les achats, les machins, les transferts. Et pendant longtemps, les gens nous ont dit « Mais pourquoi vous ne faites pas de marketing? Pourquoi vous ne faites pas de marketing? Pourquoi vous pumpez pas ?» Mais parce qu'on s'en fout, en fait. Parce qu'on sait que la valeur qu'on est en train de construire sur le long terme va être exponentielle. Mais tu ne vas pas faire un truc exponentiel comme ça sur le short term parce que tout ce qui monte finit toujours par redescendre. C'est la loi de la gravité. Ouais. Par contre, si ton exponentielle elle ressemble à ça, en fait, tu construis de la valeur sous-jacente sur le long terme. Tu crées de la vraie valeur pour tes clients, pour tes membres. Et ça se retrouvera forcément sur le long terme. Et c'est ce que j'ai dit à toutes les personnes qui sont rentrées dans le Key, c'est que si vous êtes short term, sortez. Parce qu'on ne va pas vous apporter de la valeur sur le short term. Oui, c'est clair.
Écoute, ouais, moi quand je cherche les 3 fondamentaux, tu vois, d'un projet que j'aimerais bien qu'il ait, essentiellement, donc effectivement, il y a la technique. C'est-à-dire que je suis toujours plus rassuré si le projet, techniquement, il est solide. C'est, pour mener une guerre, ça sera sans doute utile à un moment donné. Mais donc, il y a la technique. Il y a la communauté, en fait. La communauté, et justement, la communauté, quand même, elle ronde, ils ont une communauté de psychopathes. Ça, c'est l'armée. Quand tu fais une guerre, il te faut une armée. Et ça, et donc, ça, c'est important. Et ensuite, attends, c'était quoi? J'ai oublié. Et c'est les capitaux. Le troisième, c'était les capitaux. Ouais. En fait, pour moi, c'était les capitaux. Le marketing, on va dire que c'est un savant mélange entre les capitaux et la communauté, tu vois. Mais justement, pour revenir sur cette, histoire de communauté, etc., bah justement, encore une fois, Cosmos se démarque totalement du lot. La seule qui n'entre pas dans des guerres à la con, etc., de Layer 1 et compagnie, c'est Cosmos. Donc Ethereum Avalanche, ça scrape le chignon. Solana, Ethereum, ça scrape le chignon. Solana Avalanche, ça scrape le chignon. Mais personne n'attaque Cosmos et Cosmos n'attaque personne. Donc, Et alors, attends, et moi, il y a quelque chose que j'ai jamais compris avec Cosmos. Alors, peut-être que maintenant, ça va devenir réalité. Mais moi, au départ, l'impression que j'avais, c'est que tout le monde pillait Cosmos comme des sauvages. C'est-à-dire que les gens utilisaient leur SDK, leur algorithme. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Vas-y, je te laisse Abdel. Non, mais vas-y, c'est hyper intéressant. Et donc tout le monde allait dépecer ce bon Cosmos, se servir de leur techno pour faire du Cosmos-like. Et je ne voyais pas forcément, a priori, la valeur que ça pouvait ajouter au token Atom. Parce que moi, je possède des atomes et j'aimerais qu'ils me fassent une belle pump, tu vois. Bon, j'en sais rien de ça. Mais en fait, alors maintenant que je vois qu'à l'IBC, que ça commence à se connecter les uns avec les autres, peut-être que, je veux dire, les pillards vont finir par redistribuer la valeur. Redistribuer un peu de valeur à Atom. Mais voilà, je ne sais pas trop en quoi. Alors, à quoi ça bénéficie à Atom. Ouais, donc tu as raison. Pendant longtemps, Atom a eu une faible tokenomics, etc. C'est en train de changer. Malgré tout, même avant qu'on parle de IBC, Shared Security, etc., j'ai quand même à souligner une chose, c'est que la valeur de l'Atom, si tu comptes sa vraie valeur, c'est-à-dire ce que tu obtiens en stackant du Atom, elle est beaucoup plus grande que sa valeur réelle. Je vais dire un exemple, c'est les airdrops, en fait, tout simplement. Tous les nouveaux projets qui arrivent sur Cosmos, ils commencent par faire quoi? C'est faire un airdrop aux gens qui stackent du Atom. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et honnêtement, ce n'est pas des petites sommes à chaque fois. Donc la valeur, si tu... Osmo, etc. Ouais, exactement. Osmosis, Juno. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme tu l'as dit, avec IBC, l'interconnexion des chaînes, etc., la narrative de Cosmos commence à prendre son sens. Et là, on est en train de le voir, c'est flagrant. Hein, sur IBC, là, je sais pas, on est peut-être à 25 chaînes interconnectées et tout le monde se délivre de la valeur entre eux. Et là, ce que tu as dit, effectivement, ce qui est en train d'arriver, il va y avoir le shared security, il va y avoir le fait l'IBC router, ce qu'ils appellent. Et donc là, Atom, clairement, il va bénéficier de la valeur de toute interconnexion de ces chaînes. C'est là qu'on va voir vraiment la puissance de la narrative de l'Internet des blockchains. Pour moi, elle est en train d'arriver maintenant avec IBC. C'est plus une promesse, c'est une réalité maintenant. C'est hyper aligné avec la vision de Cosmos initialement, en fait. Cosmos, ils ont donné la possibilité à des projets de créer des chaînes souveraines. Et c'est vrai qu'on peut parler de Binance qui a pillé le SDK, de créer la BSC basée sur ça. On peut parler aussi de Crypto.com hein, qui a fait sa chaîne, mais maintenant qui est rentré dans les rangs de l'écosystème, avec Chronos qui a ouvert les portes de IBC. En fait, moi, il y a une analogie que j'aime bien faire. Tu sais, c'est comme des pays. Tu sais, chaque chaîne souveraine, c'est comme un pays qui peut faire le choix de travailler uniquement avec son économie interne et avoir une balance commerciale déficitaire, ou décider d'ouvrir les frontières et de travailler avec d'autres pays. Et en fait, tous les pays, dans l'histoire de l'humanité, se sont développés en ouvrant les frontières et en faisant du commerce avec d'autres pays. Parce qu'on apporte ce qu'on n'a pas et on envoie ailleurs ce dont les gens ont besoin. Et donc, en fait, il y avait une limite technologique. Il n'y avait pas IBC. Aujourd'hui, IBC est arrivé et regarde ce qui s'est passé. En fait, il y a eu le pump. Il y a eu le pump que tout le monde attendait parce que ça a pris du temps. C'est que les bonnes choses prennent du temps. Et donc, la valeur est exponentielle parce que à chaque pont qui est créé entre deux blockchains de l'écosystème Cosmos, c'est du levier de valeur exponentiel. Et donc, en fait, tout l'écosystème va s'enrichir de ça grâce à ces ponts-là.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie compétition qui est saine en plus sur le système Cosmos. Et les projets Cosmos collaborent beaucoup entre eux, ça c'est la première chose. Pour aller au bout de l'analogie de Reda avec les pays, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que j'allais dire pour faire la comparaison avec Polkadot. Donc, comme l'a dit Reda, Cosmos, c'est des pays qui font du libre-échange. Polkadot, c'est quoi? C'est des États-Unis. En fait, c'est un ensemble d'États, mais qui sont fédérés. Il y a quand même une fédération qui est Polkadot et la Relay Chain. C'est vraiment ça la métaphore pour comprendre la différence entre Polkadot et Cosmos. C'est Cosmos, c'est un pays avec du libre-échange. Enfin, c'est des pays qui font du libre-échange. Exactement. Et pas mal. Et voilà, Polkadot, c'est plus une vision avec des États qui sont fédérés, etc. Donc ça, c'est ça. Et ouais, donc il y a vraiment une collaboration qui est saine sur l'écosystème Cosmos. Et on le voit, nous, par exemple, Reda, nous, on collabore avec Juno, avec Osmosis, avec son... D'ailleurs, on a eu un conflit diplomatique. Très intéressant de parler de ça. Oui. Alors, c'est énorme. On a vécu un conflit diplomatique entre deux chaînes. Alors, l'histoire. Alors là, vraiment, c'est énorme. J'ai vécu le pire week-end de l'année. Mais c'est hyper intéressant. On build sur Juno. Donc, les projets Club Yield, Club Land et le projet de NFT Play to Earn sont en train d'être buildés sur Juno. Et, sachant cela, la core team de Juno vient nous voir en mode putain, ce serait super qu'on fasse une pool sur Osmosis Juno XKI. Et d'ailleurs, vous savez quoi, on va l'incentiver. Je fais OK. Moi, je n'avais aucune conscience du mode de gouvernance chez Juno. J'avais aucune idée que c'était une anarchie. C'est une anarchie dans le sens où c'est la communauté qui décide et même les leaders décident de ne pas voter pour les proposals qui sont présentés sur la blockchain pour laisser la communauté décider. Et donc, ils nous draftent la proposal et ils nous disent par contre c'est vous qui la postez. Donc on la poste. Et un des core teams vote abstain et le tweet. Non. Pire que ça. Commence par voter yes. Oui, non, mais c'est pas ça le problème. Ouais. Le problème, c'est que il a annoncé et ça a été perçu comme un vote de défiance, alors que cette personne-là, c'est elle qui a drafté la proposal. Donc, elle n'est pas du tout en défiance. Mais la perception de la communauté, c'est ils sont pas d'accord. Et du coup, on s'est fait traiter de tous les noms d'avoir posté une proposal où on demande une incentive de 2 500 000 $ pour une pool où il y a du XKI et du Juno. Et on s'est fait lyncher. On a des gens de Juno, des trolls qui sont venus sur le channel de Kip. Ouais. C'était ultra violent à tel point que Juno, la communauté de Juno, enfin les fondateurs ont dû faire un tweet en disant « Stay civil, arrêtez d'insulter les gens de la communauté Kip, ils vous ont rien fait ». Et à tel point que j'ai dû faire un live le samedi après-midi avec CryptoCito pour juste dire moi-même je retire le soutien de la proposal et que calmez-vous, c'est pas quelque chose dont on a forcément besoin, mais c'est énorme. Des sous. Et c'était avec quoi que ça devait être rémunéré des Juno? C'était quoi en Juno. Et en fait, l'incentive allait être en Juno. C'était une première historique. Il allait y avoir quadruple incentive. Et c'est ça qui est énorme parce qu'on a fait passer une proposal sur Osmosis qui est passée. Oui. Honnêtement, je pensais que c'était celle-là la plus dure à passer en plus. Et moi aussi. Et une autre proposal sur Juno. Et nous, on allait matcher en key les incentives sur cette pool Juno XKI. Ça allait être la pool la plus incentivée de l'histoire d'Osmosis. Mais après, voilà, le problème, c'est que à partir du moment, et c'est là où tu vois des différences philosophiques, à partir du moment où tu as une gouvernance anarchiste, tu comptes sur l'intelligence long terme de la compréhension des éléments stratégiques de ton organisation. Sauf que y a des gens qui sont un peu énervés, qui parlent très fort, mais il faut des leaders. Il faut des leaders qui comprennent la valeur long terme. Et j'ai eu beaucoup de discussions, j'ai beaucoup discuté avec toute la core team de Juno après ce scandale. Et je leur ai dit, en fait, c'est marrant parce que nous, on est une dictature assumée et on prend des décisions stratégiques long terme pour ce qu'on fait. Vous êtes une anarchie. Et donc là, c'est une anarchie et une dictature qui vont essayer de travailler ensemble pour construire de la valeur l'un sur l'autre. On va voir comment ça va se passer. Mais tu vois, c'est deux chaînes souveraines. Ils prennent des décisions, en fait, c'est their call s'ils veulent faire des choses avec une autre chaîne ou pas. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais, c'était assez marrant. C'est rigolo. Il y a une meuf... Non, je t'en prie. Ouais, j'allais dire, il y a une meuf aux cheveux bleus qui a été vraiment particulièrement virulente. C'est toujours pareil. Elle était déjà virulente avec sa coiffure. Elle a commencé par se faire violence avec elle-même et ensuite elle a dit, non, mais c'est chaud, quoi. Non, mais après, tu vois ça.
Moi, je pense honnêtement, à partir du moment où tu dois t'adresser à une communauté, je pense qu'il faut accepter les retours de chacun et chacun a sa vision. Moi, je pense, et d'ailleurs ce que je disais dans le live de CryptoCito, je pensais que c'était, et je pense toujours que c'est une bonne chose pour Juno, mais tu sais, la communauté en a décidé autrement et c'est le mode de gouvernance de cette communauté, ce qui est regrettable, mais c'est la vie. Et puis, ils verront sur le long terme la valeur qui sera apportée et à ce moment-là, ils regretteront de ne pas avoir reçu des incentives en XKI. Et c'est ça, en fait, le trade-off. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de matching d'incentives en XKI sur la pool Juno. Sur le long terme, ils se diront, peut-être qu'on aurait dû accepter cette par rapport à ça, en fait, je voudrais ajouter quelque chose quand même. Là où ils ne sont pas très smart. Juno, en fait, si on est complètement objectif et on raisonne à froid, leur seule proposition de valeur, c'est qu'ils ont été la première chaîne permissionless à proposer des smart contracts sur Cosmos. Mais maintenant, ça ne fait pas tout. Si tu as juste une chaîne, tu as des smart contracts, mais tu n'as pas d'application qui donne de la valeur dessus, ça ne sert strictement rien. Donc là, on venait en mode, voilà, nous, on va builder chez vous, on va vous délivrer de la vraie valeur avec des vrais users, etc. Et voilà, donc ça aurait donné de la valeur à Juno, en fait. Ils pensent directement, j'ai pas de bague en XKI, ça m'intéresse pas. Mais ils n'ont pas pris en compte l'impact positif que ça aurait pu avoir sur leur chaîne globale. Le fait d'avoir des dApps avec un track record de clients, des vrais users, des partenaires, etc. C'est la seule chose qui fait la valeur. C'est comme si on disait Ethereum, il n'y a pas Uniswap dessus, il n'y a pas AV dessus, ça sert à rien. En fait. Donc Juno tout seul ne sert à rien. Donc Et nous aussi, on aurait pu être des bouffons et dire vous nous refusez, on arrête de développer chez vous et ça aurait été une perte énorme pour eux. Sauf que on n'est pas des bouffons et moi, je suis un grand partisan de la création de valeur en collaborant avec les écosystèmes et je suis sûr qu'on peut vraiment créer des choses très 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 intéressantes en collaborant avec eux. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, si d'un point de vue purement technique, en fait, nous, demain, on upgrade la keychain, on peut intégrer le module WASM et concrètement, on peut avoir des smart contracts sur notre chaîne. Mais pour autant, Juno, on a trouvé intéressant leur vision. Ils ont proposé un launch qui a été vraiment, pour le coup, pour moi, l'un des plus beaux que j'ai jamais vu en termes de décentralisation. La team vestait sur 12 ans, la moitié de la circulating supply est un airdrop et pourtant, ça s'est très bien passé. Je trouvais qu'ils s'étaient fait dans de bonnes conditions. Donc, à partir de là, on aimait bien leur philosophie. On s'est dit, voilà, il y a quand même quelque chose à faire, etc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des matchs, des visions différentes. Donc, comme quoi, c'est intéressant. Ça va faire un précédent sur la communauté Cosmos, sur la gestion de la gouvernance décentralisée, qui est un vrai sujet. Les DAO, etc., qui vont être le sujet de demain aussi. Ça va être intéressant. Est-ce que donner la parole à tout le monde, c'est forcément ce qu'il y a de mieux dans tous les cas ou pas? Est-ce qu'il faut y avoir… Je connais ma position, Abdel. Ouais, je connais ta position. Moi, tu vois, je suis partagé parce que je me rends compte en fait que d'un point de vue business, c'est vrai que pour aller vite et délivrer de la valeur, limite, il faut être en dictature. Mais d'un autre côté, j'aime la décentralisation. Au-delà d'aller vite, Abdel, c'est prendre des bons choix stratégiques. Parce que tu peux avoir des positions tactiques. Et la position tactique de la communauté aujourd'hui, c'était de dire putain, si on délivre des Juno à plein de monde qui ne connaissent pas Juno, ils vont nous dumper sur la gueule. Mais en même temps, c'est aussi donner des XKI aux gens de Juno, mais c'est aussi donner des Juno à des gens qui vont aller sur Juno pour utiliser ces produits qu'on va construire chez eux. Donc ça, c'est de la stratégie. Ouais, complètement. C'est toute une science. Et donc, du coup, vous êtes développé sur Cosmos. Il pourrait y avoir des swaps. Comment ça s'intègre la techno vous avez votre propre blockchain ou c'était parce que moi je suis pas. Donc, vous avez utilisé le SDK Cosmos. Donc, tu peux faire partie de. Donc voilà, c'est ça. On fait déjà partie. Est-ce qu'on va pouvoir vous voir sur Kepler? Oui, c'est en cours. Ouais, c'est en cours d'intégration. Tu peux déjà nous voir sur Map of Zone. Map of Zone, c'est là où on voit toutes les chaînes connectées en IBC. Et donc, on est dessus. Et je tiens à dire honnêtement, sincèrement, et on l'a vu avec du recul, on a été la chaîne sur le système Cosmos qui a eu l'upgrade IBC le plus smooth et le plus réussi. Même les énormes, comme Secret Network, etc., ils se sont gaufrés. Ouais. Ils ont dû reposer plusieurs fois. Kava, etc. Nous, on a fait un upgrade hyper smooth, sans couture. Il n'y a pas eu de downtime. Ça s'est vraiment bien passé. Et c'est une belle réussite. Donc, on est sur Map of Zone. Donc, là où tu vois toutes les chaînes connectées. Sur Minscan aussi, l'Explorer de Cosmos. Là. Donc, il y a la keychain. Et puis, Kepler. Il faut savoir, c'est que Minscan, quand même, fait des grosses didi sur les projets qu'ils onboard. Et on est chez eux depuis mai de cette année. Non, je pense que l'écosystème Cosmos commence à atteindre son niveau de maturité et il y a beaucoup de projets qui sont en train de collaborer. D'ailleurs, tu parlais, Benoît, de Kepler. Kepler est un projet qui est managé
par une partie de la team qui a bossé sur Osmosis. Ils ont un backlog de dingue. C'est pour ça que tu as la possibilité d'avoir Key sur Kepler en passant par notre site. Donc, tu passes sur foundation.key et tu vas sur Buy XKI. En cliquant sur un bouton, ça s'ajoute sur Kepler. On ne sera intégré nativement. On ne sera intégré nativement sur Kepler qu'à partir du moment où ce sera notre voilà. Et en fait, ça se fait. C'est un backlog comme ça de chaînes qui doivent être ajoutées sur Kepler. Ouais. Non, mais les gens ne sont pas prêts pour la narrative IBC et la centaine de blockchains qui vont arriver interconnectés. Enfin, eux-mêmes, dans leur vision, c'est 1 million de blockchains interconnectés. C'est vraiment cette vision de l'Internet des blockchains. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois beaucoup en cette philosophie de l'application spécifique. Plutôt que de se dire, on va essayer de faire un truc générique qui fait tout, essayons de faire un truc et un seul cas d'usage et faisons-le bien. Et c'est ce qu'on voit sur Cosmos et ça a beaucoup de sens. On va prendre par exemple un Sentinel qui est un VPN décentralisé. Ils font ça et uniquement ça. Donc, ils peuvent le faire bien. Akash, une infrastructure de cloud décentralisée, ils se concentrent là-dessus. Donc voilà, c'est très intéressant. Et avec IBC, là où c'est très puissant et là où la narrative prend du sens, toi, tu as une blockchain. Nous, par exemple, la Keychain. Voilà, on se concentre sur nos use cases, bridger la CeFi, la DeFi, investment, etc. On a des use cases qu'on n'a pas, comme faire du swap, on n'a pas. Mais on n'a pas envie de builder, maintenir un module de swap, etc. Avec IBC, on transfère nos assets sur Osmosis et les gens peuvent swapper. Et c'est ce qu'on a fait concrètement. Là, je pense qu'on est presque à 2 millions de liquidités sur Osmosis. Les gens peuvent swapper, etc. Pour autant, nous, on n'a pas développé cette feature. Et c'est ça la puissance de IBC. Et c'est pour ça que c'est un terrain fertile et propice à la collaboration entre les projets. Parce que tu n'as pas intérêt à développer un projet en compétition, mais plutôt utiliser le produit de ton voisin et collaborer avec lui. Et comme ça, tout le monde se tire vers le haut. C'est super. Moi, écoute, je suis très enthousiaste. Donc, vous qui êtes les mains dans le cambouis sur Cosmos, quels sont justement… parce que moi, j'ai regardé très peu, tu vois, mais j'avais regardé avec Kepler un petit peu. Donc, j'avais pas notion de la possibilité d'ajouter facilement des blockchains compatibles, comme un peu sur MetaMask, en fait. Je suis quand même allé un petit peu swapper quelques trucs. Alors, je sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé, mais je suis allé sur Osmosis zoné. Je suis allé voir Juno aussi. Enfin, je suis allé zoner sur Secret Network. Je suis allé voir tout ça. Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce que vous aimez bien dans cet écosystème-là? Franchement, Osmosis, franchement, l'expérience utilisateur, elle est vraiment propre. C'est simple d'utilisation, c'est rapide, etc. Ça va vite. Qu'est-ce qui marche bien? Les Explorers, ils marchent bien. Le wallet Kepler, il est bien. C'est vrai que la possibilité d'ajouter un network custom facilement, ça manque. Maintenant, après, c'est vrai que tu as des projets intéressants si je peux me permettre, nous, on bête énormément sur l'écosystème Cosmos et on parle beaucoup avec les différentes fondations qui sont derrière les projets qu'on regarde. Clairement, Juno est un pari sur leur capacité à onboarder des développeurs sur leur écosystème, autre que des hackers qui vont développer un petit smart contract. Si demain, on voit un Osmosis-like qui arrive sur Juno avec de la liquidité, et donc on aurait une sorte de Uniswap, ça, ce serait un gros succès. Demain, le produit qu'on est en train de développer, nous, notre NFT Play to Earn, le produit Club Yield, ça aussi, ce sera quelque chose qui apportera un peu plus de substance à Juno. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Juno est quand même assez fortement pricé. On est quand même sur une market cap globale à 1 milliard, alors que il n'y a pas des economics qui soutiennent cette market cap. Aujourd'hui, cette market cap, elle est soutenue par la croyance de l'écosystème Juno sur le futur. Donc, il faut que le futur arrive. Sinon, ça n'a aucun sens. Surtout qu'on est dans une blockchain où les fees sont très peu élevés. Donc en fait, tu ne vas pas avoir des economics où le gaz comme Ether est cramé pour faire des transactions. Aujourd'hui, une transaction, ça coûte 0,001 centime. Donc ça, mais c'est quand même un bon projet à regarder à partir du moment où ils arrivent à attirer des développeurs. Maintenant, il y a d'autres projets qui sont hyper intéressants et en lesquels je crois énormément. C'est Sentinel, qui font un VPN décentralisé. Je sais qu'il y a des news que je peux pas dire pour l'instant, mais il y a des apps qui vont bientôt sortir. Et donc, ça va augmenter l'usage du DVPN. Il y a Akash aussi qui est pas mal du tout, qui font en fait un computer décentralisé, donc c'est du cloud décentralisé et qui va être utilisé concrètement. C'est le vrai internet computer Akash. C'est ça. Ouais, c'est vrai.
Ouais, et qui va utiliser concrètement par The Strange Clan d'ailleurs, hein, qui build leur jeu avec la cache. Et Q2 2022, il y aura même du GPU décentralisé. Et là, quand même, c'est une prouesse. Parce que, ok, bon, CPU, etc., ça va, mais GPU décentralisé, c'est quand même une vraie prouesse. Et donc ça va arriver 2022. Donc ouais, je suis d'accord avec Reda. Ça, c'est des choses qui délivrent de la vraie valeur sur l'écosystème. On peut citer... vas-y. Bah bien évidemment, Osmosis. Osmosis, pour moi, aujourd'hui, c'est le leader de la DeFi, du début de la DeFi dans l'écosystème Cosmos. Et encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une feature technique qui n'est pas encore sortie, qui s'appelle Interchain Account. Ouais. Une fois que cette feature sort et que toutes les chaînes souveraines l'implémentent, là, c'est la folie. Hein. Là, c'est unlocking DeFi sur Cosmos. Les specs du truc sont déjà live. En fait, le module est déjà en bêta. Mais ce truc-là, quand ça passera live, là, on va passer tu vois, on a eu un step où l'atome est passé de $5 à 9 et puis à 40. Là, on va passer à un nouveau step parce qu'en fait, c'est juste incroyable. Tu pourras piloter tous tes wallets dans toutes les chaînes Cosmos SDK enabled depuis une chaîne. Donc, en gros, depuis la keychain, tu pourras faire des actions sur Osmosis. Tu pourras faire des actions sur... Et ça va être la folie. Ouais. Donc ça, c'est pour les projets d'aujourd'hui. Ouais. J'allais dire une petite aparté sur les projets de demain qui arrivent sur Cosmos qui sont intéressants. Moi, justement, ma question, c'était la roadmap. C'était à quelle échelle de temps? Pour l'Interchain Account? Ouais. Alors, ce matin, j'ai parlé avec Alessio, qui est le lead tech chez Tendermint. Apparemment, c'est dans les bacs pour Q1 2022, sauf que c'est pas Tendermint qui s'occupe de ça. C'est Interchain Foundation. Nous, on a poussé comme on pouvait quand on était à Lisbonne pour que ce soit mis en top priorité. On a même lancé une grant sur Hackathon pour que des hackers, des développeurs bossent dessus. Mais je pense Q1, Q2 2022, vu que technologiquement, c'est déjà là. Hein. Technologiquement, c'est déjà là. On va bientôt faire bosser des ingénieurs développeurs sur ça en side. On collabore énormément avec une école d'ingénieurs en France dont je suis issu, qui est l'INSA Lyon. Et on a un de nos chercheurs qui enseigne là-bas de temps en temps, et on va faire un TP avec plein d'étudiants ingénieurs qui vont bosser sur l'Interchain Account. Ouais. C'est génial. Et donc, je voulais dire sur les projets de demain qui arrivent aussi sur Cosmos qui sont très prometteurs. Il y a Yumi, déjà, que je citerai en numéro 1, car clairement, c'est pour moi le AAV V2, le AAV Next Generation, qui va permettre des nouvelles stratégies de yield, etc., d'aller beaucoup plus loin. Et pourquoi? Grâce à ABC, justement. Et ils vont utiliser ce qu'on appelle le Gravity Bridge, qui va permettre de bridger des assets entre Ethereum et des blockchains Cosmos. Donc là, ça devient très puissant, parce que ça veut dire que la TVL, elle ne va pas être cantonnée, elle ne va pas être monolithique et bloquée sur une blockchain. On va pouvoir passer des assets d'Ethereum à Cosmos, utiliser ça dans des protocoles de lending borrowing, etc. Donc c'est vraiment un AAV2 sans le côté monolithique d'une chaîne. Donc ça va être très intéressant. D'ailleurs, si on regarde la liste des backers de Yumi, c'est très intéressant parce qu'il y a des investisseurs de... Non, mais c'est intéressant. C'est pas... Parce que, par exemple, il y a Consensus qui investit dedans. Alors que Consensus, c'est Ethereum. Voilà, il y a Joe Lubin, exactement. Non, mais c'est intéressant comme signal. Ça veut dire que même un projet qui n'est pas full Ethereum, des gens qui sont brandés comme full Ethereum, le cofondateur d'Ethereum, le créateur de Consensus qui investit dans Yumi, c'est quand même un signal. Pour dire que tu le vois comme tu veux, non, mais bon, je trouve ça, c'est un bon signal, franchement, c'est un bon signal. Donc il y a Yumi, il y a Agoric aussi qui est intéressant à citer, je pense, pour le côté. Alors, Agoric, ils ne sont pas encore permissionless. Hein. J'ai parlé avec le CEO quand j'étais à Lisbonne. Très prometteur, très prometteur. Ouais. L'équipe technique est incroyable. Vraiment, d'ailleurs, c'est parmi leur équipe technique, on a des gars qui ont construit JavaScript. Après, certains me diront que ce n'est pas une référence, mais quand même, c'est des mecs ultra solides. Mais par contre, ils sont en pleine audit sécurité. Ils m'ont dit que ça va durer 1 an. Donc, en fait, ce sera. Ouais. Ils lancent ils sont en phase 0, ils sont en mainnet phase 0, pas permissionless, mais je pense qu'ils vont passer
ils vont mettre leur staking economy et tout, lancer tout ça avec le run, le BLD. Et le reste pourra venir plus tard, ouais. C'est déjà lancé, hein, le BLD, le mainnet est déjà live, hein, mais par contre, il n'y a aucune. C'est juste une blockchain comme la nôtre qui est basée sur Cosmos SDK. Selon lui, octobre 2022, ils passeront permissionless si tout se passe bien et si les retours des audits se passent bien. Ouais. Après, il y a aussi Loom Network. On a oublié Loom Network. Ouais. Très beau projet. Très beau projet avec des vrais sous-jacents économiques. Ouais, c'est vrai. Juste pour revenir sur Algorithme, pourquoi c'est intéressant, c'est le pari de se dire, ils sont où les développeurs du Web 2 aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup de Web 3. Les développeurs du Web 2, qu'est-ce qu'ils font? C'est du JavaScript. Et Algorithme, ils vont à contre-courant de toutes les autres blockchains. Hein. Ethereum qui a fait son langage Solidity. On voit beaucoup de Wasm, que ce soit sur Solana, que ce soit sur Cosmos et d'autres blockchains. Et eux, ils ont dit, non, en fait, les développeurs du Web 2, ils développent en JavaScript. Nous, on va donner la possibilité aux développeurs de faire des contrats en JavaScript. Donc, c'est un beau pari parce que ça veut dire qu'ils peuvent attirer tous les développeurs du Web 2 sur leur blockchain. C'est intéressant comme vision. Donc, il y a Axelar aussi, non? Axelar qui mérite d'être cité, ouais, clairement. Axelar Network, intéressant, qui va ramener du BTC natif sur Cosmos. Ça, c'est ouf. C'est fou, hein. Ouais, ça, c'est fou. Il y a Loom Network qui sort son mainnet mi-décembre. Alors, projet très cool qui a été lancé par Saradian, donc équipe de Français qui se sont fait racheter par Skippers, qui font les produits avis vérifiés, net reviews. Et en fait, ils sont en train de travailler sur mettre tous les avis et le trust sur la blockchain. Et la token economics est incroyable. Et c'est un business qui est backé par un fonds de private equity de plusieurs milliards. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Je pense que le projet, c'est l'un des projets les plus prometteurs, à mon sens, sur l'écosystème Cosmos. Pas forcément que d'un point de vue technologique. C'est vrai que Agoric, on est sur des choses type infrastructure très solides, Akash aussi. Mais là, c'est d'un point de vue business et techno. On a un équilibre assez incroyable avec aussi du sales. C'est straightforward. Et puis, c'est un use case qui a vraiment du sens à décentraliser parce que des fois, ce qu'on peut constater dans la crypto, c'est que des fois, on force le côté on va mettre une blockchain. Là, la notion de trust, de réputation elle-même, elle a extrêmement de sens à être décentralisée. Pourquoi? Parce que dans ces business-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est des faux avis, des avis qui sont rachetés ou des choses comme ça. C'est un vrai problème. Et là, la décentralisation permet de pallier à ces problèmes. Donc, ce genre de use case, moi aussi, je trouve que c'est très intéressant et on a tout intérêt à aller vers ça. C'est-à-dire prendre des use cases du quotidien qui ont des problèmes et qui peuvent être résolus par la décentralisation. Et c'est ça le vrai tour de force du Web3, en fait. Plutôt que de dire, moi j'ai un projet, je vais mettre un token absolument. Donc, et là où ça n'a pas forcément de sens. Donc, ouais. Il y a Sommelier aussi, je crois, qui fait beaucoup de vacarme, là, beaucoup de bruit. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai pas. T'as du type un peu? Écoute, j'en ai parlé un peu à droite à gauche. Je pense que eux-mêmes, ils n'ont pas encore de visibilité très claire sur les premiers use cases. Mais en tout cas, c'est un truc qui va se faire comme une sorte de bridge entre Ethereum et Cosmos. Les mecs derrière sont hyper solides. Hein. Il y a Jack Zampolin dedans. Il y a aussi Zaki Magnan qui est dedans. Je pense que c'est un truc hyper intéressant à regarder. Ouais. C'est incroyable tout ça. Ouais, l'écosystème Cosmos, il est en pleine ébullition, c'est incroyable tout ce qui se passe dessus. Et il est sous les radars, c'est ça qui est beau aussi. Hein. Donc, même d'un point de vue spéculatif, ça peut être intéressant d'aller sur des assets qui sont sous les radars pour l'instant, mais qui pour autant sont très solides techniquement. La plupart de ces projets, ils ne sont pas très capitalisés, je ne pense pas. Hein. Oui, il y a beaucoup qui sont des petites gemmes. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est intéressant. Et sur l'écosystème Cosmos, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a Secret Network qui est fort, hein, quand même. Secret Network, faut dire que c'est fort. Ouais. Avec le Shinobi Protocol aussi qui sont en train de mettre, qui eux aussi vont ramener du Bitcoin sur Cosmos, mais du Bitcoin anonyme. Donc là, ça devient quand même assez ouf. Ouais. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et ramener beaucoup de capitaux sur Cosmos indirectement, parce qu'avec IBC, du coup, c'est des assets qui pourront circuler sur n'importe quelle chaîne Cosmos. Donc ça, c'est cool. Non, l'écosystème Cosmos, franchement, moi, ça a été une vraie découverte, clairement. Et il
Il y a une question dans le chat justement qui demande est-ce qu'avec Club, ça va être possible d'accéder à des projets de type UMI, Agoric ou il y en a déjà qui... Absolument. En fait, Loom Network, il y a eu un accès. Donc, les personnes qui étaient dans Club ont eu la possibilité de participer à la strategic sale, donc en fait même moins cher que la private sale de Loom Network. Après, on essaye quand même de présenter des opportunités qu'on considère comme encore asymétriques. Ce qu'il faut savoir, c'est que Agoric, j'en ai parlé avec Dean pour avoir une alloc, jusqu'à ce qu'ils me donnent la valo à laquelle ils ont fait leur private sale. Je dis non, trop cher. Non mais ils ont fait une private sale avec une market cap fully diluted de 400 millions. C'est pas possible. Ah oui. C'est pas une private sale, ça. C'est une quenelle sale. La fully diluted ne compte pas. Je dirais, là, on la regarde. Dans la tête des gens. Ah non, pour moi, c'est fully diluted. Nous, on regarde, tu vois, par exemple, sur Loom, on est rentré sur 25 millions de fully diluted. Ça dépend à quel terme le fully diluted. Bien sûr, du lock vesting. Après, c'est l'esprit de Club aussi. C'est quand on investit sur du long terme, et c'est pour ça qu'on va chercher quand même des projets qui sont solides et sérieux pour aller chercher de la valeur long terme. Pour ce qui est de UMI, on a essayé. On n'a pas trouvé le fondateur. Il n'était pas là à Lisbonne. On a essayé de le capter. Mais je pense que la valo est aussi. Vas-y, ils ont tué dans la colle. Ils vont sur CoinList. Ils sont sérieux. C'est n'importe quoi. D'accord. Putain. Et vous avez une thèse d'investissement donc déjà, il y a un focus particulier sur l'écosystème Cosmos. Non, la thèse d'investissement, c'est simple. La thèse d'investissement, c'est simple, c'est deal asymétrique en termes d'upside, avec une équipe solide, un use case, business, viable, et voilà. Une fois qu'on a tout ça, quand on a tous ces éléments, et une valo, bien évidemment, une valo qui soit cohérente, mais ça rentre dans le critère asymétrique. C'est pas mal. Franchement, moi, ça me donne envie. Ça me donne pas envie de rester. Tu n'es pas exposé sur l'écosystème Cosmos ? Si. Alors, moi, je suis exposé un petit peu avec. Mais moi, j'ai dumpé mes airdrops de Osmo. Donc là, c'est pas fou. Okay. Mais peut-être que je vais faire machine arrière. On ne sait jamais ça. Je les ai vus un jour parce que je stakais paisiblement des Cosmos depuis des temps certains. Et je vois cette surprise. J'ai eu aussi des Juno que je suis allé dumper, bien sûr. J'adore comment il annonce ça. J'ai tout dumpé. Et maintenant, je vais peut-être tout racheter, cher éventuellement. J'aime bien ça. Moi, Juno, j'ai fait une sacrée culbute perso sur Juno. Moi, j'ai été fort sur Juno. Abdel, il le call depuis 3 $, je crois, ou 4 $. Je t'en parlais, toi, Samy. Avoue-le. Dis-le en direct que je t'en parle depuis les 3 $. Je l'ai très bien vendu, moi, parce que je l'ai découvert tard. Donc, je l'ai découvert quand il était cher. On n'a pas assez parlé. Il m'a dit, il y a un truc vite fait, là. Non, j'ai insisté à toi. J'adore, c'est ta faute, Abdel. Non, j'ai envoyé le screenshot sur screenshot à chaque fois qu'il prenait $1. Je disais, alors, je prends 13, 15, 16 $. Je dis, alors, tu vois. Non, c'est vrai. Et moi, ma thèse, on me disait les first smart contracts sur Cosmos. Je me dis, mais c'est pas possible. Toi, tu m'as parlé de Terra, toi. Il y a déjà Terra Money, il y a déjà d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on me raconte là? Et en fait, tant pis pour moi, j'étais un gros con, mais c'est vrai que tu as fait un super move avec Juno. Et puis, il y avait des bons points. Tu avais la team qui était vestée sur 12 ans, je crois. Tu avais la super qui était. C'était vraiment top. Franchement, leur launch, il a été beau. Il a été beau, leur launch. C'est vrai qu'ils ont fait un beau launch. Alors c'est beau parce que c'est vrai que sur la proposition de valeur, je comprends quand tu me disais oui, non mais ça existe déjà, smart contract, Terra, etc. En plus, il n'y avait pas de DApp, ils sont lancés sans DApp. C'est-à-dire il y a juste une chaîne, elle aura des smart contracts, mais il n'y a rien dessus. Donc c'est vrai que ça fait peur. Non mais Samy, je vais te rassurer, moi non plus je ne suis pas rentré, même quand c'était à 2 $, mais tout simplement parce que aujourd'hui, je ne vois pas le sous-jacent économique et on est en train de le construire. Et encore une fois, c'est un bet sur le futur. Et comme je disais à Benoît, moi, ma thèse d'investissement, c'est du sous-jacent économique, une team solide, une bonne gouvernance et une valo qui soit cohérente.
Mais c'est pour ça que je suis pas rentré dans Juno et je ne regrette pas de n'être pas rentré sur Juno. Par contre, sur Osmosis, mais tous les jours, j'en achète, moi, des Osmos. Tous les jours. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Mais je vois le futur. Non, mais je vois le futur de Osmos. Non, mais... Et ça, c'est bien. Tu te rends compte, tu as raison. c'est le cornerstone de la DeFi aujourd'hui dans l'écosystème Cosmos. Ouais. Regarde le benchmark d'un Uniswap sur Ethereum. Oui. Quand tu regardes, si tu vas taper les mêmes niveaux de valorisation, alors qu'on est quand même sur une application specific chain qui est beaucoup plus efficiente, mais en fait, pour moi, Osmo, c'est $30-35. Non, mais c'est intéressant. Parce que ça, j'aime bien. Là, il a 5, je pense. Ouais. On est à $5 et après, et surtout, la TVA est bonne aussi. On est à 1 milliard de market cap, 5 milliards de fully diluted. Après, les valorisations dans la crypto, c'est toujours un grand mystère. Il y a plein de trucs qui sont valorisés plus qu'Airbus, alors qu'il y a genre 3 contrats dessus. Je pense non, mais c'est clair. C'est clair. Non, mais tu as totalement raison. Oui. Mais c'est vrai que regarde, tellement c'est une blague, on ne l'a même pas cité comme potentiel candidat d'une alternative à Ethereum, alors qu'il est dans le top 5. C'est quand même un délire. Hein. On n'a même pas daigné le citer en candidat potentiel. Tu vois à quel point c'est délirant. Parce que ça ne me viendrait même pas l'idée de citer Cardano. Je ne sais pas s'il y a des fanboys aussi ici, mais... la vérification formelle, elle a séduit beaucoup de gens en France. Hein. Ouais, 6 ans de peer review, 6 ans de machin. Pour au final, une transaction par bloc, UTXO, ça marche pas. Ah ouais, putain, il fallait 6 ans pour arriver à cette conclusion. Putain, 300 personnes, IOHK, Emurgo, des centaines de millions de dollars investis. Ça, c'est un bijou académique. Toi, tu comprends pas. Toi, là, tu fais tes projets... des projets dans Cosmos, tes cosmoismes, là, tu fais ton... Mais tu comprends pas, c'est de la recherche. C'est de la recherche. J'avais vu un mec sur Twitter, j'ai pété de rire. L'autre, il disait, il y a un gars qui pose sérieusement la question, non, mais ça tourne sur quelle infrastructure et tout, Cardano? Et l'autre, il répond YouTube. En fait, la blockchain, c'est YouTube, en fait, parce que le mec, et c'est tellement ça, putain, c'est énorme. Non, mais c'est ouf, hein, c'est la croyance dans le futur. Hein. Après, tu sais quand même, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de tokens, et je citerai aucun nom, qui tournent sur les rendements générés par la fondation qui font des buybacks. Hein. C'est pas non plus que du vent. Quand la fondation a levé 200, 300, 400, 500 millions, tout est placé en DeFi, ils te font du 40-50% de rendement annuel. Ça fait du 40 millions de buyback et du coup, ça tape fort sur les... Et du coup, c'est quand même quelque chose d'assez artificiel aussi. Hein. Tiens, ça me fait penser peut-être... Vas-y, ça. Être sous perfusion avec ce que tu as levé comme cash, mais c'est vrai que c'est génial. Tu lèves 20 millions en début de boule, ça se transforme en 400 millions, t'hésites. Après, tu vas faire le... Voilà, tu vas dans un yield optimizer, tu sors genre 40 millions par an et tous les mois, tu fais des impulses. Parce qu'en fait, ton but, c'est pas de faire du buyback régulier, c'est de faire des impulses pour attirer les market makers. En fait, comme ça, eux, ils prolongent le momentum, le retail arrive. En fait, tu leur dumpes à la gueule. Ça, c'est le mécanisme. Mais Samy, c'est exactement ça. Ce que tu viens de décrire, c'est exactement les actions qui sont menées par de nombreux... Je vois des gens, enfin, pas des gens qui font ça, mais on m'a décrit ce mécanisme avec précision, donc je sais que ça existe. Mais par contre, je suis désolé, il va falloir que je vous laisse parce que j'ai une réunion qui commence qui a déjà commencé. Mais en tout cas, c'était un plaisir de participer à ce live. Avec plaisir. Ouais, super. Merci Benoît, merci Samy, je vous laisse. Ciao. Et moi, pas merci. Merci Abdel. Toi, je te dis merci tous les jours, tous les matins quand tu me montres ce que tu as fait sur les trucs. Ciao. Vas-y, à plus. Salut. Et ça m'a amené à un petit point. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je me suis posé la question ces derniers jours, face aux tous les petits débats, les petites guerres sur Twitter, sur le leadership et les figures associées à chaque blockchain. Et je me suis dit qu'il y a quand même 3 types de figures. Si on dit par exemple, si on prend Anatoly, on prend Gavin Wood, on prend Emin Gun, on prend Vitalik, on prend les figures emblématiques. Pour moi, il y a 3 catégories. Il y a Vitalik, c'est le boss intouchable. Le mec, il fait juste de la recherche-développement, il fait son taf, bat les couilles du marketing, bat les couilles de la politique, tout ça. Tu as les mecs qui sont un peu bon délire, Anatoly, qui va tweeter sur des projets NFT, faire des trucs sympas, etc. Tu as le Emin Gun qui a changé de philosophie au cours du temps, qui était très toxique au début, très machin, là qui commence à apaiser. Et tu as Gavin Wood aussi qui, il est bon techniquement et tout, mais des fois il met des petits tacs quand même.
Et après bon, il y a le guignol de Cardano qui fait des pump-up et up et tout ça. Et après, je me suis dit, mais putain, Cosmos, les mecs, ils travaillent dans l'écosystème depuis 4 mois et je ne savais même pas c'était qui la figure emblématique de Cosmos. Et en fait, il n'y a personne. Mais en fait, je trouve ça génial, en fait. C'est là où je voulais en venir. Putain, je me suis dit, mais attends, c'est qui la fait? Mais il n'y en a pas. Et c'est ça la décentralisation, en fait. Pourquoi on veut absolument qu'il y ait une figure, etc., qui est incarnable? Parce qu'à moins d'être comme sur du Vitalik, qui honnêtement, pour moi, il est intouchable. Hein. Franchement, honnêtement, je ne comprends pas ceux qui critiquent Vitalik. Sincèrement, je ne comprends pas. Que ça soit sur le point de vue humain, sur le point de vue technique, sur le point de vue machin. Le mec, il fait son taf, c'est un génie. Il est hors norme. Le mec, il est milliardaire, il a pas besoin de... Il travaille 15 heures par jour pour le bien du protocole et de la vision auquel il croit. Donc, qui va parler? Le mec, il a rendu même service grâce à du Shiba. Mais qui fait ça, putain? Qui fait ça? Personne. Donc là, tout ça pour dire que même Cosmos se démarque encore une fois à ce niveau-là. Et Cosmos se démarque de tous les autres écosystèmes par rapport à ça. Il n'y a pas de figure emblématique de Cosmos. Et en fait, c'est des projets qui déterminent la valeur de l'écosystème. Et ça, je trouve ça fort, en fait. C'est vrai. C'est Satoshi-like, c'est la méthode à la Bitcoin. Hein. Ouais, à la Bitcoin, c'est vrai. Ouais, à la Bitcoin, Et il faudrait qu'un jour, vous m'invitiez en même temps que... Comment il s'appelle? Gilles? Gilles Fedak. le Bitcoin maximaliste. Oui, bien sûr. Non, sincèrement, j'aimerais beaucoup parler avec lui. Pour de vrai, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec lui. Il est cool, il est très cool. Après, évidemment, il a beaucoup... Pour moi, les maximalistes, en fait, j'ai une façon polie de les présenter. Ce sont des romantiques. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à un idéal indépassable et ils le magnifient, ils le glorifient. Et donc, voilà, bon, après, franchement, souvent, la vie... tu nais romantique et tu finis contrarié. Mais mais c'est vrai. Ça arrive, c'est un parcours. Moi, plus j'avance dans la crypto et moi je suis maximaliste, en fait, je me rends compte que c'est sain cette compétition et qu'il y a des bonnes choses partout et qu'il faut que tout le monde se tire. On veut tous la même chose, plus ou moins. Donc, il faut essayer d'enlever toute considération qui va être liée à la spéculation, etc. Et essayer de raisonner, de dire, attends, qu'est-ce qu'on veut? Si vraiment on croit en cette philosophie, cette compétition, elle est saine. Il n'y a pas besoin d'être maximaliste. Il y a des choses bien dans tous les écosystèmes. À part Cardano, mais sinon, oui. Et tu mets des petits tacles, toi, t'es pas mauvais. Hein. Non, mais ouais, c'est... Alors, petite remarque aussi sur Osmosis, je crois que le staking est à plus de 100% en ce moment. Ouais. C'est un truc, c'est un stake de énervé. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que même si le prix il bouge pas, tu gagnes en fait, parce que le staking et le rendement il est très fort. Et en plus, je sais pas si tu as regardé les pools de liquidité. Regarde les pools incentivés, les rendements. Je suis en train de frapper sur Chronos avec du VVS. Mais là, du coup, c'est plus risqué. Non, en fait, là, Cosmos, j'ai envie de dire, par exemple, à la commu, ceux qui ont l'habitude un petit peu de farmer, je sais pas, sur la BSC et compagnie, en fait, sur Cosmos, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de shitcoin, il n'y a pas de projet, etc. Donc là, vous allez avoir des gros rendements, mais sur des projets qui sont quali, sérieux, etc. Et au moins, c'est simple, moi, j'ai jamais eu vent d'un seul rug pool sur Cosmos. Jamais. Aucun. Bon, ça va arriver, bien sûr, ça arrivera. Mais là, pour l'instant, c'est-à-dire qu'on peut farmer avec des bons rendements de manière sécure. Et si on veut mettre dans des assets auxquels on croit, par exemple, mettre des liquidités dans le pool Osmo, Atom, ça a du sens si on croit aux deux. Et pour autant, on a des bons rendements. Donc, voilà. Moi, les amis, je vais devoir vous laisser. J'ai un call qui tombe de suite. Donc, mais en tout cas, c'était vraiment super de faire cette émission avec vous. Il faut absolument refaire ça parce qu'il y a plein de sujets à traiter qu'on n'a pas pu... qu'on n'a pas pu couvrir sur cette émission. Et moi, voilà. Je te remercie. Je reviens quand vous voulez, les gars. Avec plaisir. On va conclure. On va conclure ce call parce que moi aussi, moi j'ai quelques questions, j'ai quelques dernières questions pour toi. Ok, ça marche. Ok, je te laisse. À plus, Tammy. Oui. À plus, couper la diffusion, Benoît, t'as le bouton. Oui, t'inquiète. Ok, à toutes. Salut les gars. Merci à tout le monde, merci aux abonnements et aux abonnés, c'était top. Salut. Moi, c'était pour conclure. Donc, là, tu as fait quand même tout le tour de l'écosystème Atom, donc tu es pas mal. Or, Atom, il y a encore des choses qui restent par exemple, sur Ethereum de tes années passées. Tu as gardé quelques souvenirs heureux ou quelques positions. Alors oui, de toute façon, en tant que... je crois toujours énormément au futur d'Ethereum. Ça, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de la roadmap et tout. Mais en 2 mots, je crois énormément au futur d'Ethereum. Et je pense que beaucoup vont être surpris s'ils pensent qu'Ethereum est mort. Parce que clairement, le merge...
Parce que en fait, je sais dans la tête des gens, Ethereum 2, ça a été promis pendant des années, à chaque fois repoussé. Là, le merge, tout le monde est confiant. J'ai encore parlé ce matin à mon ancien collègue de Consensus qui travaille qui est coordinateur Ethereum. Et non, tout le monde est confiant. Cette fois, ça arrive. Le merge, il va arriver Q1 2022. On y est. Donc, le passage au Proof of Stake, etc., avec tout ce que ça veut dire, ça arrive. Donc, attention à ceux qui enterrent Ethereum. Moi, personnellement, je crois encore énormément à Ethereum. Et avec l'adoption des Layer 2, les roll-ups, etc., je pense qu'on va y arriver à quelque chose de scalable et d'utilisable pour le grand public. Donc ça, c'est la première chose. Et sinon, oui, clairement, l'écosystème Ethereum, ça reste un écosystème de cœur que j'affectionne énormément. En ce moment, je m'éclate beaucoup sur l'écosystème Cosmos, mais je ne suis pas un maximaliste d'une chaîne ou l'autre. Il y a des choses sur Ethereum qui restent supérieures à Cosmos et vice-versa. Mais j'apprends, en fait, dans tous ces écosystèmes. Et l'idée, c'est de grandir et de voir un petit peu... Voilà, même si je me rends compte, moi des fois je discute un petit peu avec mes anciens d'Ethereum, etc. Je leur dis voilà ce que j'ai bien aimé sur Cosmos, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose de similaire sur Ethereum, etc. Et je pense qu'il faut arriver vers quelque chose comme ça. Et de toute façon, je ne crois pas à un futur dans lequel il y en aura un gagnant qui va prendre tout. Pour moi, il y a de la place pour plusieurs visions, plusieurs écosystèmes. Une vision entreprise, une vision adoption pour la DeFi, une vision pour le gaming. Un monde multi-chain me va très bien en fait. Et donc, je trouve ça cool. Et attends, la dernière question, c'est que moi, il y en a qui ont cette vision cross-chain sur Ethereum. Donc, je pense notamment à Aave et à Curve. Moi, j'ai une passion pour Curve en ce moment, que je peux difficilement utiliser de par les frais. Mais c'est vrai que tout ce phénomène de Curve Wars, d'achat de vote, il y a tout qui est... Ouais, j'ai vu la théorie de Julien Bouteloup là-dessus. Il avait annoncé il y a un petit moment la guerre de gouvernance, etc. C'est vrai que c'est un phénomène. Parce qu'on est dedans. J'avais pas vu venir. Moi, j'avais pas vu venir. Ouais, j'avoue que là-dessus, chapeau à lui, il a vraiment bien vu. Malheureusement, j'ai pas assez creusé cette partie-là. C'est vrai que je l'ai pas vu venir. Et moi, ma question. Alors moi personnellement, j'utilise encore protocole à fond. Et je suis sur encore protocole 19% 5 en UST. Ouais. Et en ce moment, d'ailleurs, je suis plutôt 20% stable que crypto d'ailleurs en ce moment. Oh, petit joueur, mais c'est pas. Je sais pas, le marché, je le sens fébrile. Enfin, je sais pas. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est bulle. Et je me dis, le marché ne peut pas donner raison à tout le monde, en fait. C'est ça le truc. Donc, j'ai un peu peur. Toi, je sais pas de ton côté, t'es full alt Ah ben là, j'ai plus de stablecoin. Moi, je suis. Ah ouais, YOLO quoi. Oui. La Lambo, le McDo, comme on dit. Qu'est-ce qu'on va faire des stablecoins alors qu'il y a des forks d'Olympus, il y a des. C'est vrai qu'il y a moyen de faire du jeu. Des choses comme ça. Non, mais pas toujours avec. Parfois c'est heureux, parfois ça l'est pas. Mais et moi, ma question c'était est-ce que tu vois des grosses dApps d'Ethereum, typiquement Curve, Aave, qui sont déjà allés vers pas mal de blockchains, migrer un petit peu ou s'intéresser à Cosmos? Comment les énormes acteurs d'Ethereum viendraient se connecter à Atom, voilà. Alors, là, il y a le projet Yumi dont on a cité tout à l'heure qui, lui, plutôt veut concurrencer Aave en proposant des choses au-delà. Maintenant, pour ces projets-là, pour qu'ils arrivent, le problème, c'est qu'il y a une barrière technique parce que c'est des smart contracts Solidity, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on n'en a pas cité dans les projets, mais il y a EVMOS, qui est un projet qui va arriver, qui est une chaîne Cosmos sur laquelle on peut faire tourner des contrats Ethereum. Donc, grâce à ce genre de chaîne sur Cosmos, c'est pour ça, il y a un énorme potentiel parce que grâce à ce genre de chaîne, on va pouvoir porter des cœurs, porter des SushiSwap, compagnie, sur Cosmos. Et je ne sais pas s'ils sont en discussion avec eux, il faudrait demander à Julien et compagnie, mais je pense qu'ils auraient tout intérêt à aller sur l'écosystème Cosmos aussi. Ouais. Et via ce genre de solutions qui sont EVM compatibles, parce que c'est clair que pour eux, refaire tout du début, tout recoder, etc. Oui, non, c'est le... Mais par contre, porter leur truc sur un truc qui est EVM compatible, oui. Sachant qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait sur d'autres chaînes. Ouais. Donc, non, ça serait intéressant de demander à Julien ce qu'il en pense. Ouais, ce serait intéressant de lui demander. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Je sais qu'au niveau de Aave, ils réfléchissent, ils cherchent sur, par exemple, Solana fait partie des volontés de migration dans le futur. Le problème, c'est que c'est pas EVM compatible. Donc ils vont peut-être utiliser Neon Labs, non? Il y a le projet qui s'appelle Neon Labs qui va être EVM compatible. Oui. Enfin, je sais plus quel chemin va être emprunté, mais en tout cas, c'est étudié et ils le feront. Et c'est dans leur ADN. En fait, leur ADN, ils sont nés sur Ethereum, ils ont un amour particulier pour Ethereum, mais c'est un monde cross-chain. Mais écoute,
Moi, ça m'a passionné. Je vais encore aller. Je vais peut-être racheter des airdrops que j'avais dumpés, tu sais. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais, non, mais c'est vrai que creuser l'écosystème Cosmos. Ouais, moi, j'ai halluciné en l'utilisant. En fait, en utilisant le wallet Kepler et en commençant à faire des swaps de chaîne à une autre, en passant de la Chronos vers Osmosis, vers machin, moi, j'ai halluciné de voir comment ça marchait. Je vois que les bridges. Et c'est fluide, hein? Ouais, c'est fluide. Oui, ça marche très bien. Ouais. Non. Ouais. Donc, c'est vrai que l'expérience utilisateur, parce que moi, en fait, je juge, n'étant pas technique comme toi, je juge par le produit. Et franchement, c'est un excellent produit, l'écosystème. Ouais, non, c'est clair. Eh ben, écoute, merci à toi. Hein. C'était un plaisir de faire ta connaissance et de discuter de tous ces sujets passionnants. Et puis, on refait ça comme vous voulez, les gars, hein. Avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ouais, merci à vous. Tous les jeudis, et on mettra les liens vers les différents projets qu'on a évoqués. Salut. Salut.